Les gars du coin, c'est un balado qui ne se fait pas seul, ça se fait avec des gens qui nous font confiance, des gens qui se sont impliqués financièrement pour qu'on puisse réaliser le show qu'on vous propose, notamment Tanguay, le Journal Le Soir, Tag 8, Beaulieu Décor, Construction, Rénovation, JRM et la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette. Merci à tous ces commanditaires-là. Sans eux, les gars du coin n'existent pas. Alors, on va vous offrir le meilleur show possible, mais ça, c'est grâce à des gens qui nous aident. On vous en remercie beaucoup. Donc, Oli, ce soir, invité spécial, invité bien connu dans la région, mais même que ça sort de la région, on va sur la Côte-Nord également. Michel Germain, qui va être avec nous ce soir. Oui, puis en fait, là... on a prévu à peu près 1 heure, 1 heure et demie de show, mais on préfère 5 heures avec Michel. C'est sûr. Puis Michel est en train de préparer ses anecdotes. Ça va être extraordinaire. Puis, tu sais, Michel a fait à peu près 122 entrevues dans sa vie. Mais tu sais, là, je veux pas qu'on aille dans le décès. On sort de ça. Ouais, de sa mère, sa femme, sa fille. Je veux pas qu'on aille dans les moments plus douloureux de sa carrière ou de sa vie. Je veux qu'on aille vraiment là... Dans ce qui l'a allumé au départ, pourquoi il est devenu descripteur de l'Océanique. Je sais que ça a commencé sur la Côte-Nord, très jeune, puis Michel est quand même d'une génération où fallait que tu te battes pour obtenir ce que tu voulais dans la vie, puis c'est un gars, dans tous les sens du terme, qui s'est battu quelquefois. Quand on le connaît bien, on le sait, mais on veut vous le faire connaître un peu plus sur cette optique-là. Il y a plein de choses qu'il va nous raconter. Puis d'après moi, il y aura un tome 1, mais probablement un tome 2, tome 3, tome 4. Je suis persuadé. Puis en même temps, Michel, il est là depuis le premier jour de l'équipe en septembre 95. On ne se fera pas de cachette. Là. Il y en a plus de faits qu'il en reste à faire. Donc moi, la question ultime, est-ce que tranquillement pas vite, il prépare son chant du cygne? C'est certain qu'on va l'amener vers ça également. Alors ça va être une rencontre extraordinaire, celle de Michel Germain qu'on vous présente dans le podcast Les gars du coin. Bonsoir à tout le monde, on a un invité spécial aujourd'hui. Oui. Michel Germain. Salut. Merci beaucoup d'être là. On est bien content de t'avoir. Ça me fait plaisir. On sait qu'on va faire de nombreuses minutes avec toi. Ah, peut-être. En fait, pas mal de stock en tête. Je suis sûr et certain. Oui, parce que je suis pas inquiet. Michel, on ne sait pas par où partir avec toi. C'est vrai? C'est parce que je sais qu'on va jaser puis on va aller dans toutes les directions possibles, mais on part de où? J'ai une idée. On part d'où? 7 avril 1960. OK, bon, ça c'est le départ. On sait qu'il y a beaucoup de Côte-Nord dans Michel Germain, ça c'est clair. Oui. Bon. Ce que je veux savoir, dans le domaine des communications, ça a commencé comment, Michel Germain? Ah mon Dieu. On dirait que toute ma carrière est basée sur des anecdotes. Alors, au printemps de 1974, j'ai 13 ans encore, je vais avoir 14 ans bientôt, et il y a la première édition d'un tournoi qui est présenté au Centre Henri Desjardins à Haute-Rive, qui a été baptisé par Richard Ducasse, qui était responsable de trouver le nom du tournoi et la mascotte, qui s'appelle le tournoi Rondelot. Oui, je l'ai fait. Oui, je sais quoi. Il existe encore. Ouais. Alors, c'était la première édition et ça coordonnait, ça adonnait avec la présentation des finales régionales. OK. Pour déterminer les équipes qui représenteraient la Côte-Nord au championnat provincial quelques semaines plus tard. Alors, Richard Ducasse m'a approché, moi et un de mes chums d'école, Serge Pelletier, qu'on surnommait Fitiou. Et il nous a demandé si on était intéressé à faire la mascotte pendant le tournoi. La rondelle. En fait, à ce moment-là, Richard Ducasse a fait fabriquer dans un atelier d'art plastique qui donnait des cours le soir au Centre Henri Desjardins, une tête en papier mâché, là, la tête de Rondelot. Tu as fait le tournoi, tu l'as vu. Mais gigantesque. Là. On se mettait ça sur... Et il y avait de la place. Là. Une grosse tête. Et des rondelles comme les hommes sandwich, par exemple. 2 rondelles en carton avec des élastiques qui les reliaient, qu'on passait. Donc, on avait tournoi Rondelot 1974 en avant et en arrière. Puis après ça... Mais on s'habillait en joueur de hockey, parce que la mascotte était habillée en joueur de hockey. Donc, on s'habillait en joueur de hockey, on mettait les rondelles, on mettait la grosse tête, et entre les parties, on allait sur la patinoire. Patiner avec les joueurs des 2 équipes, et tout ça. Et quand le match allait commencer, ben là, on faisait bye-bye au monde, on débarquait. Mais on y allait après chaque match, donc...
on enlevait la tête et les rondelles, mais on restait habillé en joueur de hockey. Alors, un coup qu'on avait enlevé nos patins, on mettait nos souliers, puis là, ben, on cherchait un endroit où aller, habillé en joueur de hockey, tu sais. Et moi, j'ai commencé à aller à la galerie de presse. J'ai frappé, et le journaliste sportif de la station CHLC, à Haute-Rive à l'époque, qui s'appelait Dominique Fortin. Et j'ai dit, Monsieur Fortin, est-ce que je peux regarder les matchs avec vous? Dominique avait 50, 60 reportages à faire durant la fin de semaine du tournoi Rondelot. Fait qu'à un moment donné, tu sais, tu donnes les résultats, puis, tu sais, mais c'est redondant un petit peu. Alors moi, je suis assis à côté, puis je regarde le match, puis je l'entends, et il dit « Et on a avec nous la mascotte Rondelot qui va vous inviter à venir faire un tour au Centre-Henri des Jardins. Oh. » Et il me sac le micro en-dessus du nez. Ah, ça commence bien. J'ai 13, 14 ans. Je le regarde, et là, demande-moi pas ce que j'ai dit, ça fait quand même 50 ans. Je sais pas ce que j'ai baragouiné, mais il a repris le micro, il a dit « Donc, on vous attend nombreux et nombreuses. » Il ferme son appareil, il dit « Hey, t'as été bon? »« Ah oui? » Il dit « Oui. » Il dit « T'aimerais pas ça faire ça? » « Faire quoi? » Ben, il dit du reportage, parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'était l'avant-fusion à Bécomo. Donc, Haute-Rive-Bécomo. Haute-Rive-Bécomo. Ouais. Alors, il y avait un tournoi de hockey mineur à Bécomo, il y avait un tournoi de hockey mineur à Haute-Rive. Il n'y a pas de la chicane entre Bécomo et Haute-Rive. Oui. Mais il y avait de tout, mais en duplicata. Ouais. Parce que chaque ville avait son tournoi de ballon-ballet, de hockey-boxing, de hockey. Alors, le pauvre Dominique, lui, ne pouvait pas se séparer en deux ou en quatre. Ça qu'il m'a dit, tu pourrais aller faire les reportages, c'est les fins de semaine. Alors, tu as de l'école, je suis en secondaire 2. Il dit, tu as de l'école, mais il dit, le samedi puis le dimanche. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, ce que tu voudras pas aller, mais moi y aller. Puis, ça a commencé comme ça. Et j'ai fait ça pendant 1 an ou 2, puis quand j'ai eu 15 ans, le directeur des programmes de CHLC, M. Jacques Bérubé, m'a appelé, il m'a dit, viendrais-tu au poste? J'ai dit oui, mais là, je shake de même. J'aurais pas dû shaker. Je suis rentré dans son bureau, M. Bérubé, il dit, Michel, il dit, c'est dommage que tu aies 15 ans. J'ai dit, ah oui? Pourquoi? Parce qu'il dit, si on avait le droit par rapport aux assurances, on te ferait travailler en studio. On te ferait animer en studio. Mais nos assurances nous empêchent d'engager quelqu'un qui n'a pas 17 ans fait. Tu sais, à un moment donné, tu as 15 ans, tu bois un Pepsi, tu le renverses sur la console. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est que là, les assurances ne couvraient pas. Mais il dit, aussitôt que tu fêteras tes 17 ans, il dit, c'est quand ta date de naissance? J'ai dit, c'est le 7 avril 77. Je pensais que tu t'étais inventé une fausse carte. Non, ça n'aurait pas marché. Puis c'était pas mon... De toute façon, trop connu à Bécomo. C'était pas mon genre, parce que quand j'ai mis les pieds à la taverne à Bécomo, pour la première fois, j'avais 14 ans. C'est pour ça que je disais ça. Connu à Bécomo. Il ne demandait pas nos cartes. À la brasserie du boulevard. C'était Marcel Labelle, un gars qui a gardé les buts avec les Castors de Matane dans la défunte ligue intermédiaire à l'époque, puis qui était un de nos bons chums. Puis on est arrivé 5-6 gars de 13-14 ans, ce qui incluait mon grand chum Daniel Saint-Laurent. Fait que, à part peut-être Alain Anglois, là, qui était un petit peu plus petit, puis tout ça, pour 15 ans, j'ai une photo d'ailleurs que je passe de temps en temps sur Facebook où on est tous les 6 à la taverne, puis j'ai 15 ans, puis Saint-Laurent 15 ans, puis tout ça, mais personne ne croit ça. J'ai vu des photos, t'as une petite babyface, là, mais t'avais pas mal le physique d'aujourd'hui. Ça s'est fait de bonheur. C'est ça, en fait, toujours au football. Oui, c'est ça. T'étais un quoi, bloqueur? Bloqueur défensif. C'est ça, me semblait aussi. 2 ans, avec les Rabbits de Bécomo. Le physique de l'emploi. Ligue senior provinciale. Ouais. Puis, c'est ça, pour revenir à la carrière a commencé comme ça. Alors, un peu lorsque j'ai eu 17 ans, Jacques Bérubé m'a appelé puis il m'a dit tu commences ton training le soir avec Robert Ross. Robert Ross, ben oui. Robert, que j'ai eu comme enseignant. Ben oui. J'ai eu comme enseignant au Collège Radio-Télévision de Québec. Que moi, je ne connaissais pas. Les gens de Rimouski et connaissent c'est Robert devenu Ross un de mes plus grands amis. On se parlait encore hier soir sur Facebook et tout ça. Robert Ross, c'est un génie de la radio. Oh oui. Oh, c'est un génie de la radio. Et Robert, j'y allais à tous les soirs, puis là, il me montrait des affaires, puis tout ça, puis au bout de quelques semaines, il m'a dit, Michel, il dit, il y a 3 principes de base qu'il faut que tu mettes en application pour réussir ta carrière à radio.
Alors moi, ça fait 3 semaines que je le vois opérer, tu sais, puis lui, il mixait des, tu sais, comme les disques jockeys font dans les bars, là. Ouais. Lui, il mixait des tunes, mais avec des tables tournantes de radio, c'est pas la même chose. ok. Puis il réussissait ça avec Don't Tell Me This Way de Thelma Houston. Je me rappelle, c'était incroyable. C'est une bonne mémoire pareil, hein? Je le regardais faire, puis je disais, mais mon Dieu, mais comment ce qu'il fait, tu sais? Mouillait son doigt, ralentissait le... Puis là, avec les potes, puis les clés... Oui, et ça paraissait pas, il faisait durer les tours 10-12 minutes, mais c'était 2 disques. Ouais. Tout ça, et là, quand il m'a dit, là, 3 principes de base. Et là, je m'attendais d'entendre les 10 commandements. Ouais. Prenez le sort, le crayon, la feuille. Là, Dieu me parle, alors j'écoute. Il dit, la première des choses, il dit, tu travailles toujours la porte fermée. Oui. Toujours. OK. Studio de radio, la porte fermée. Ça va bon Colisée présentement, non? Rideau fermé. C'est pas un studio de radio. C'est ça. Deuxième conseil. Le deuxième conseil qu'il me dit, il dit, après un spot, musique. OK. Tu ne parles jamais après, on appelait ça une slot commerciale. Tu parles jamais après le spot, c'est toujours musique. Puis tout ça. OK. Je t'ai dit, j'ai eu Robert comme enseignant. Ouais. Et là, je suis très bien la conversation. C'est ça. Là, ça va bien. Okay. Vraiment. Puis il me dit le troisième, qui devrait être le premier, il dit pas de blanc en ondes. Ouais, jamais de blanc en ondes. Et on avait 2 annonceurs plus âgés à l'époque, Lou Desrochers, puis Marc Gendron, mais Lou Desrochers était vraiment le... Et Lou Desrochers, c'était hallucinant. Ah ouais? Oui. Il finissait de parler, il arrêtait de parler, puis t'entendais clac! Là, il partait son disque. Alors, t'avais eu un blanc d'1 seconde, et en plus, t'entendais la toune partir. Et Robert, quand on était en auto ou quelque chose, et qu'on écoutait Lou Desrochers, il s'arrachait les cheveux, ça avait aucun sens. Surtout des gars de radio. Quand, là, arrive une erreur en ondes, des fois, là, ça peut être là, quelque chose que, mettons, je vais dire le commun des mortels, là, mais va pas se rendre compte, mais habituellement, quand t'as l'oreille puis t'as travaillé dans ce milieu-là, tu le sais qu'il y a une erreur. Puis c'est encore plus fâchant pour nous autres. Parce que, puis quand tu travailles, puis j'ai fait de la radio pendant des années, puis quand tu travailles pour un média, puis là, tu sais qu'il y a une erreur dans ton média, hey, moi, là, écoute, je rageais, là, regarde, je m'arrachais pas nécessairement seulement avec les cheveux, les ongles, tu sais, puis, tu sais, je frappais dans le dash de l'auto parce que l'erreur, là, je la prenais personnelle. Puis, je veux dire, c'est parce que t'es tellement fier du média pour lequel tu travailles. Puis, c'est la même affaire. Je veux dire, toi, tu travailles encore avec un micro. Michel, tu le sais comment ça se passe. Tu veux tellement offrir le produit le plus professionnel à l'auditeur que ça vient te chercher, c'est sûr. Puis quand tu as du caractère un petit peu, des fois, tu t'échappes. Ça m'est arrivé, puis encore récemment. Mais je m'en suis excusé, mais tout ça, mais c'est quelque chose qui est quand t'aimes ton métier, puis là quand je parle de métier, c'est la radio, mais c'est n'importe quel métier. Quand t'aimes ton travail, tu veux que ton travail soit bien fait. Exactement. Puis si t'as pas un travail individuel, automatiquement, il faut que les autres collaborent aussi avec ça. Des fois, c'est toi qui vas faire l'erreur, qui va faire mal paraître les autres. Mais quand c'est le contraire, c'est difficile à accepter. C'est que là, t'es le produit fini aussi. C'est ça l'affaire. C'est toi qui le livres. S'il arrive de quoi, ben c'est toi qui est là. Puis dans certains domaines, puis ça, ben, c'est M. Maurice Tanguay qui m'enseignait ça. Puis pour lui, son équipe de hockey, tout ce qui entourait son équipe de hockey devait se rapprocher le plus possible de la Ligue nationale. C'était ça son principe. Alors, tu sais, quand il disait à Éric Forêt, ça nous prend un slogan, Éric a suggéré 2-3 slogans, mais quand il a entendu l'Océanique, l'équipe de toute une région, ça répondait à ses critères. Louki voulait que ce soit la plus belle mascotte dans le... C'est des détails que, en général, tu vas te dire, ben, Jeff Molson, quand c'est sûrement le département de marketing qui a décidé d'amener Youpi et tout ça. Je pense pas que Jeff Molson a eu son mot à dire là-dedans. J'imagine que c'est pas Molson qui a décidé que Metal serait la nouvelle mascotte non plus. Elle est assez ordinaire. Mais M. Tanguay était tellement prêt
de l'organisation, puis il voulait tellement que ça ressemble à la Ligue nationale qu'il insistait beaucoup là-dessus. Mais pour revenir à la radio, c'est ça, juste j'en aurais 1000 anecdotes. La radio de province à l'époque, parce que maintenant, à peu près toutes les stations appartiennent à des réseaux. Mais c'était une 60aine d'actionnaires de la région de Bécomo-Autrive qui étaient propriétaires. C'était vraiment une radio locale et les propriétaires le disaient, c'est une radio école. Alors on va former des jeunes puis on le sait qu'ils vont partir. Ça, c'était le but noble et annoncé, mais ce qui n'était pas dit, c'était puis ils ne pourront pas nous charger un gros salaire, on va les envoyer avant. Aussi. Pour les stars. Fait que Lou Desrochers, dont je parlais tantôt, éminemment sympathique. En plus, quand on disait QA les disques, on écoutait sur le Q, puis quand la musique ou le chanteur commençait, rip, puis on tournait d'un demi-tour. OK. Lou, lui, il mettait son disque, il faisait rip. Fait que quand il partait sa clé, c'était un 33 tours. Et là, je repense encore à Robert Ross. C'était un autre époque, pareil. Moi, j'ai vécu la fin de cette époque-là, puis les grosses cassettes bleues aussi. C'est ça. Les grosses cassettes, fallait que tu mettes dans la machine. Parce une cassette 8 tracks, là. Elle était le format 8 tracks, mais c'était pas des 8 tracks. Non, c'est ça. En fait, c'est parce qu'elle pouvait se queuer, c'est-à-dire que quand elle avait joué, elle revenait au début. Exact. C'est ça. En fait, une publicité était sur une cassette. Donc, tu avais 8 publicités, donc 8 cassettes bleues. Il fallait que tu prépares tes cassettes. Puis là, c'était une après l'autre. Après ça, ben là, tu remixes le CD. Ou là, à mon époque, c'était un CD. Mais non, j'ai vécu cette époque-là. Puis là, en fait, tu es arrivé à Rimouski, milieu des années 80. 85, 2 octobre. Ça, c'est après la radio. Tout de suite après. Bon, là, la radio à CHLC, je suis resté là. Et en 1980, j'ai fait un coup de théâtre. OK. En 1980, au printemps, avait ouvert une deuxième station de radio à Bécomo. Oh, t'as switché chez alors, CHLC Autrive, CKBH Bécomo. OK. Mais moi, pour vous replacer un peu dans le contexte de la fusion, moi, je suis né à Bécomo. Mais en 64, mon père travaillait pour la baie du Tson. OK. Et on lui a offert la gérance de l'entrepôt de la baie du Tson à Sept-Îles. C'est de là. Quand j'avais 4 ans, on est déménagé à Sept-Îles et je restais là jusqu'à 73. C'est de là Sept-Îles. Oui, c'est ça. Je suis devenu un ami d'enfance et un grand ami depuis toujours de Guy Carbone. On a été élevés à un coin de rue, un autre. Et ce qui fait que moi, pendant 9 ans, j'ai été sorti un peu de ce qui commençait à mijoter à propos de la fusion. Okay. Et en plus, j'avais des cousins qui étaient des joueurs de hockey, Marquis, puis Nicole, puis tout ça, qui jouaient pour les 71 juniors de Bécomo. Mais nous, quand on est revenu de cette île, on n'a pas resté à Bécomo. On est resté à Autrive. OK. Ça fait que je jouais mon hockey mineur à Autrive. Ouais. Puis ça brassait aussi dans le hockey mineur, bantam, puis tout ça. Mais moi, je sais pas si j'étais inconscient ou tout ça, mais les 71 jouaient un soir contre Forestville. Je partais d'Autrive, puis je m'en allais voir jouer mes cousins. Puis je rentrais dans l'arena, puis je rencontrais des gars avec qui je m'étais échangé quelques coups de poing sur la gueule. et c'est ce que j'apprécie de cette époque-là. Là, je rencontrais un Guy Pouliot, un Jean Lirette de Bécomo, un Jeannot Tremblay qui est à Rimouski ici, qui est un de mes meilleurs amis. Mais en dehors de la personne, « Hey, salut, comment ça va? » Puis tout ça. Jamais une demi-seconde, ils m'ont fait sentir on va le ramasser dans le coin, puis on va lui en donner une. Puis moi, j'ai jamais eu cette intention-là. Ça fait que c'était ce qui se passait sur la glace restait vraiment sur la glace. Alors, la fusion, moi, j'allais à Taverne aux Amis, à Bécomo, j'allais au Chaland à Autrive, pour moi, c'était la même chose. Je rentrais au Centre Henri Desjardins à Autrive, je rentrais au Centre récréatif à Bécomo, avec Serge Bouchard, Raymond Girard, tout ça. Moi, j'ai jamais senti le poids de la fusion. La fusion était déjà faite dans ta tête, toi, pratiquement. En fait, pour moi, c'était un problème qui n'existait pas. En fait, il était entre l'arbre et l'écorce. En plein milieu. Fait que tu pouvais ressentir le pouls des deux places. J'ai toujours dit, on est 2 personnes à Bécomo qui ont eu cette grande chance d'éviter ces débats-là. Moi puis le regretté juge Claude Tremblay.
qui était un avocat, qui avait son bureau d'avocat à Bécomo, qui habitait aux Trives, mais qui était monsieur diplomatie. Et Claude Tremblay a toujours été au-dessus de la mêlée de par sa personnalité. Puis moi, ben, j'ai toujours été au-dessus de la mêlée parce que j'avais passé du temps à cette île. C'est ça. Fait que là, tu t'amènes à une nouvelle station à Bécomo. Oui, je transfuge. Là. Ah oui, toi, tu passes du Canadien au Nordique. Ouais, c'est vrai. C'est à peu près ça. C'est ça. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Mais sauf qu'éventuellement, et au début des années 80, ben, vous étiez peut-être pas au monde, les gars. Non, ouais. 77. Ça fait pas longtemps. Non, 3 ans. Mais Non, en 1980... J'étais une pensée future à ce moment-là. En 1980, les taux d'intérêt dans les banques étaient à 24 %. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le running gag qui courait à l'époque, on disait les banques sont en train de faire faillite au Shylock. Ouais, c'est ça. Parce que si les banques passent l'argent à 24 %, comment les Shylock vont devoir demander? Ça fait que 2 stations, c'était beaucoup trop. Ouais. Mais on était très naïfs. On s'est fait vendre l'idée que ce serait CKBH qui pourrait rester ouvert et CHLC qui fermerait. Ouais. Le problème historique dans la patente, c'est que c'était la même banque qui finançait les deux. Alors, elle a tout simplement choisi son client qui serait plus payant à long terme, et c'était CHLC. Donc, je me suis retrouvé chômeur en 1982. Le poste a fermé le 17 février, qui était un mercredi. À 18h, on a cessé d'émettre. Puis le 19 février, j'avais un téléphone d'un actionnaire de CHLC qui disait « Michel, reviens-tu à CHLC? » Mais on avait mis, nous, tous nos rêves dans la génération d'ici. On avait vraiment tout fait pour... Robert Ross travaillait à Sept-Îles, c'était venu à Bécomo, prendre l'émission du matin. Daniel Tremblay, qui a été journaliste longtemps. Jean-François Bolduc, qui était une référence en termes de radio, et plusieurs autres. Et là, pour nous, c'est eux qui nous avaient mis en chômage. Ouais. Alors, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, je suis pas prêt. Ouais. Parce que je voulais être fin. Ouais. Puis il insiste, puis tout ça. Fait que, tu sais, il dit, Michel, il dit, ça s'oublie vite, ça, les transfuges, tout ça. Là, je lui ai dit quelque chose, je sais pas si on peut le dire. Ben oui, on peut tout dire ici. T'es sur Internet, il n'y a pas de règles. J'ai dit, ça dépend toujours à quel point on est prêt à se prostituer. C'est ça. Fait qu'il m'a raccroché à la ligne au nez. Là, il m'a battu de vitesse. Ouais, c'est ça. Mais, en 1983, puis ce que je vous raconte là est toute la pure vérité. J'ai un de mes amis, Alain Langlois, qui était gérant du club de racquetball. Quand CKBH a fermé, il a dit « Michel, tu vas venir travailler comme serveur au club de racquetball. 5 jours semaine, puis tout ça. Puis mes chums, ils essayaient de me dépanner. Tu sais. C'est que j'ai dit oui. Mais j'avais mon appartement à Bécomo. Puis le racquetball était à Autrive, puis tout. Puis là, ben, sur le club de racquetball, les types, puis le salaire minimum à 2,75 $, puis tout ça. À un moment donné, j'ai fait un grand bout. Puis j'ai fait presque un an et demi à ce rythme-là. Puis un soir, j'ai une de mes amies, Diane Vigneault, la conjointe du Pic Wallet. Le Pic Wallet, ça c'est un personnage à Bécomo, c'est un de mes grands chums. Puis c'est un gars qui t'appelle, puis il dit « T'as-tu 2 minutes? » Puis là, tu sais que t'es fini. Là. tu es là pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais un gars au cœur immense. Et sa blonde, Diane, travaillait au dépanneur au coin de la Fourche pour aller à Sept-Îles, justement. Puis un soir, j'ai arrêté, puis c'était un libre service, puis j'avais mon auto. Puis là, j'ai mis de l'essence. J'ai arrêté. J'ai mis le pistolet dedans. Je suis rentré. Hey, elle dit « Salut Michel, comment ça va? » J'ai dit « Ça va bien, tout ça? » Elle dit « T'as de l'essence? » J'ai dit « Oui, elle pitonne sur la machine. » Oh, elle dit « Il doit y avoir une erreur. » J'ai dit « Comment ça? » Ben, elle dit « Ça marque 56 cents. » Non, j'ai dit, il n'y a pas d'erreur. Voilà mon dernier 56 cents. Oh, excuse, j'ai frappé sa table. C'est correct. Voilà mon dernier 56 cents. Ben, elle dit, voyons, Michel, ça n'a pas de sens. Et c'était effectivement, c'était terminé. Alors, je me suis rendu. Parce que, 56 cents, tu te rends pas à Québec, là. C'est ça, je me suis rendu à mon appartement. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, Jean-François Bolduc, qui lui avait accepté tout de suite de retourner à CHLC, qui était directeur des programmes, j'ai dit Jean-François, c'est pas à lui que j'avais parlé au téléphone là, tantôt. J'ai dit Jean-François, j'ai dit tel monsieur m'a appelé
l'année passée pour me dire que je pouvais retourner à la station. Est-ce que c'est encore vrai? Il dit n'importe quand. Fait que j'ai dit je suis prêt. C'est que je suis retourné à CHLC. J'ai recommencé au bas de l'échelle. 10 jockeys la fin de semaine. Je faisais l'émission de 2 à 7. Puis t'étais prêt, puis t'avais faim aussi. Ben, c'est parce que le loyer, la madame qui me louait était bien gentille, mais elle me louait quand même. Fait que tout ça, c'est comme ça que je me suis sorti un peu de... Puis ça a été une bonne expérience parce que ça allait se répéter quelques années plus tard. Puis là, avec en plus un enfant d'impliquer. C'est ça. Donc, de 83 à 85, j'étais à CHLC. Et, à un moment donné, le gars qui était au sport à l'époque, Michel Harvey, est parti. Puis là, on m'a confié la job de journaliste sportif. Et il y a un vendeur de publicité qui a eu une idée de génie. Il a dit, Michel, au lieu de faire ton show de 4 à 6 en studio, tu vas aller le faire dans un bar. Oh my God. Le bar 57 du Motel Amigo. Ben, j'ai dit, pas de problème. Un show de sport, ça fait qu'il m'avait T'es à bonne installé... place. Puis dans ce temps-là, il y avait du monde dans les bars. Là. Et particulièrement au 57, Un bar ou parce que une taverne? l'ancien, un bar. Ok, un bar, ok. L'ancien député conservateur qui est aujourd'hui décédé, je sais pas si vous vous rappelez, Charles Hamelin. Non. Député conservateur, il avait été élu sur la Côte-Nord. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Charles Hamelin avait été élu dans le comté de Charlevoix en 84, en même temps que Brian Mulroney est devenu premier ministre. Brian Mulroney était dans le comté de Manicouagan. Parce que Bécomo était dans Manicouagan et Autrive dans Charlevoix. Oh, OK. En fait, la chicane n'était pas finie. Non. Puis pourtant, c'était fusionné. Non, là. c'est ça. Mais la réforme de la carte électorale fédérale n'avait pas encore revisé cette anomalie. Alors, c'était juste la ville de Bécomo, mais le quartier Mingan, donc l'ancien Autrive, était dans Charlevoix. Et l'élection suivante... Il me semble qu'Autrive est loin de la Malbaie. C'est à 5 minutes. Là, l'élection suivante, le tout avait été corrigé et il avait transféré le quartier Mingan, donc Autrive, dans le comté de Manicouagan. Et non, c'est-à-dire qu'il avait transféré, en tout cas, la ville de Bécomo n'était plus dans le comté de Brian Mulroney. C'est ça. Ils ont arrêté avant. Et Charles Hamelin, qui était le député, a dit à un journaliste un jour, il dit ouais, céder mon siège à M. Mulroney, je suis pas certain, va falloir que j'y pense. Puis ça, imagine-toi. Le gars est premier ministre du Canada. Pas sûr, moi, de le laisser mon siège. Tout se négocie dans la vie. C'est ça que je comprends. Alors, finalement, ben, c'est ça qui s'est produit. Et j'ai fait mon émission pendant 2 ans dans un bar. Et pour reniper le bar, parce qu'ils voulaient le vendre, c'était un rappel d'un prêt bancaire. Charles Hamelin en question, avant qu'il ne devienne député, c'était lui qui était le mandataire. Alors lui, il faisait faire des lasagnes, puis des pâtés chinois, puis tout gratuit. Alors le monde venait souper sous le bras le soir, puis il écoutait mon show de 4 à 6. On a eu le capitaine Bonhomme qui me donnait un show à m'amener. J'ai fait le straight man et ça a été un plaisir. Michel Noël, c'est extraordinaire. Mais pas, en fait, pas en capitaine Bonhomme. Il venait en tant que Michel Noël. Non, il est venu en capitaine Bonhomme. OK. Le vrai de vrai. Oui, on a eu un plaisir extraordinaire ce soir-là. Puis encore une fois, plein d'anecdotes qu'on pourrait raconter. Mais j'avais un client assez régulier, à un moment donné, qui, lui, ne s'assoyait jamais dans la salle. Il venait s'asseoir en avant de moi. Puis là, ben, les gens de Rimouski vont savoir de qui je parle. Gilles, le bonhomme Rousseau. Alors, le bonhomme était directeur commercial pour CFR à Rimouski. Mais CFR avait un vendeur, avait un représentant commercial pour la Côte-Nord, Bécomo de cette île. Et celui qui était représentant commercial à l'époque est parti. Alors, ça a forcé le bonhomme à traverser pour faire des entrevues, rencontrer des candidats, pour savoir à qui il donnerait le poste de représentant commercial sur la Côte-Nord. Puis le bonhomme, ça lui prenait du temps à se décider, ça fait qu'il venait à Bécomo à un moment donné, rencontrait 2-3 personnes, puis le soir, ben, il venait se taper 1 ou 2 petits cognacs à Sport Plus, au 57. C'était le nom de l'émission. Puis là, ben... c'est comment est-ce qu'il parlait? Maudit asphalte. Il dit...
t'aimerais pas ça, il dit, toi, faire de la TV? Ben, j'ai dit, peut-être. J'ai dit, je sais que j'ai pas la gueule pour, mais si vous avez pas de préjugés à ce niveau-là, pourquoi pas? Mais j'ai dit, le poste à la TV, il est pas ouvert encore chez vous, là. Non, mais je t'offre pas ça tout de suite. Je veux juste savoir si t'es intéressé. Ouais. Si jamais le poste ouvre, on va savoir que t'es intéressé, mais on viendra te rencontrer. Parce qu'il m'écoutait, mais il me trouvait pas pire. Fait qu'éventuellement, parce que ça a été ça au début de en 84, puis tu vois, je suis arrivé ici le 2 octobre 85. Mais c'était mon ami François Gagnon, qui était au sport ici. Puis à un moment donné, François a décidé de partir. Il y a le bonhomme à répliquer. Il dit la place est libre, mon homme. Viens-t'en. Ça fait que c'est comme ça que j'ai traversé. C'est un gros move pareil. J'ai rencontré. Oui, c'était un gros move. J'étais nerveux parce que j'étais un gars de la Côte-Nord. Là, à Bécomo, là. J'avais plus besoin de faire de téléphone là, pour avoir des nouvelles. Il y avait juste un poste. Puis les gens, c'était devenu naturel pour les responsables d'équipes sportives puis de clubs. Puis tout ça, c'était naturel. Le réseau était monté. D'appeler, c'est ça. Là, j'arrivais à Rimouski, un endroit où j'avais 2 oncles qui vivaient ici. Mais à part de ça, là, puis t'as toujours la crainte de la page blanche. Hein? Puis là, je me disais, j'ai un bulletin de nouvelles de sport de 5 minutes à faire. Là. Si personne m'appelle, qu'est-ce que je vais faire? Puis Charles Dufresne, qui était mon patron à l'époque, il disait, voyons Michel, inquiète-toi pas, la grandeur de territoire, puis tout ça, puis tu vas te faire des contacts rapidement. Puis ça m'inquiétait. Mais mes inquiétudes se sont arrêtées le premier jeudi de la paye. Là, j'ai su que j'avais fait un bon mot. Ouais, c'est ça. Quand tu te mets à gagner plus clair que ce que tu gagnais brut avant, t'es content. Il y avait quelques 56 cents dans le compte. Ouais, c'est ça, Là, c'est plus de toi. J'allais gazer, j'avais moins peur. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé à Rimouski. Hey, salut! Oh, un classique. Mais ça va bien avec tout, ça. On nous a conseillé ça. Ça vous va comme une chaise. Trouvez tous les styles de chaises pour mieux vivre à la maison. Tu fais un souper à porter votre chaise puis t'as pas invité ta mère. Avec Tanguay. Avant d'entrer en ondes tantôt, avant de commencer le podcast, tu me disais, tout est arrivé en fait à Rimouski, puis tu me parlais de la Ligue républicaine. Oui. Parce que c'est ça, en fait, tu couvres le sport à Rimouski, donc tu couvres du hockey, puis à cette époque-là, les mariniers, c'était l'attraction en ville. Ben oui. Mais moi, je connaissais bien Marc Roy. Oui, Marc Roy. Qui jouait à Rivière-du-Loup, mais qui était un gars de Forestville. OK. Puis Marc est 1 an plus jeune que moi. Ça fait qu'on jouait 1 année sur 2, un contre l'autre, puis même 2 années sur 2, parce que quand c'était 2e année Pee-Wee, il faisait jouer Bantam. Ouais, quand il était première année Bantam, il faisait jouer Midget. Fait que j'ai joué contre Marc plusieurs matchs, là, Bécomo, Forestville, hein, c'était quand même proche. Puis je connaissais André Côté aussi, mais André me connaissait pas. Mais moi, André Côté, je l'ai vu jouer au hockey mineur, Pee-Wee, Atome et Pee-Wee, à Bécomo. Puis je savais que c'était un excellent joueur de hockey. C'est qu'il y avait une couple de gars que... Puis, par personne interposée, je connaissais aussi Mario Tardif. Mais lui, je savais c'était qui. Parce que en 1979, Mario évoluait avec les Draveurs de Trois-Rivières, de la Ligue junior majeure du Québec. Michel Bergeron qui coachait. Puis ils ont atteint la Coupe Memorial. Le tournoi était présenté à Trois-Rivières et Sherbrooke. Et un des coéquipiers de Mario est mon grand ami, là, Daniel Saint-Laurent. Alors, c'est pour ça là, que je disais avant qu'on commence que j'avais une anecdote concernant tout ce beau monde. Fait que c'est ça, je suis arrivé le 2 octobre, puis je pense même que la saison a commencé, ou à peu près, de la Ligue républicaine. Alors, j'ai embarqué dans... Fait que t'as rentré dans ce bain-là. Ouais. C'était une ligue senior, juste pour faire le topo pour les gens qui connaissent pas. C'était une ligue senior qui se situait quoi, là, semi-professionnel, l'équivalent de un peu la East Coast d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est l'équivalent de la East Coast. Je penserais que oui. Parce que, tu sais, Marc Roy a failli jouer dans la Ligue nationale avec les Flames. C'était un des derniers retranchés tout le temps.
écoute, un gars comme Mario Rouillard, oui. qui est au camp des Maple Leafs de Toronto en 87. Un des meilleurs joueurs juniors majeurs. Ouais, Il n'y a pas des appris en tombant dans le senior. Non. Puis, tu sais, on peut... Yvan Bouillon. Oh, Yvan Bouillon, Jacques Mayotte. Tu sais, un gars comme Mario Robert, chez une Coupe Stanley en 93 avec le Canadien, c'est parce que il y a un passage dans la Ligue républicaine qui a été payant pour lui. Oui, c'est un facteur. Tu sais, il y a beaucoup de gars comme ça, puis on pourra en nommer jusqu'à même matin, mais c'est ça, tu sais. Regarde un peu comment les Lions à Trois-Rivières jouent. Oui, René Labbé, c'est ça, tu sais, écoute. Puis ça, c'est clair. Moi, c'est... En fait, là, actuellement, là, je pallie à l'absence de Robin Otis, mais on en a parlé tantôt. Je dis, on faut faire un spécial sur la Ligue républicaine. C'est sûr, peu importe si Robin est revenu, je vais venir l'animer avec vous autres. Parce que, écoute, l'époque glorieuse de la Ligue républicaine... Ça n'a pas été long. Moi, je me souviens de ça. Mon père m'a amené là. J'étais tout petit. C'est des sombres souvenirs. L'aréna, il faisait noir là-dedans. Le Colisée, dans ce temps-là, c'était pas éclairé comme aujourd'hui. En fait, il faisait noir, puis il y avait bien de la boucane. Ouais, il y avait ça fumait. Ça fumait. Puis ça brassait. Je me souviens très bien que ça brassait. Mais, tu sais, oui, on va revenir là-dessus, mais c'était l'événement en ville. Là. Ah oui. Couvrir ça. C'était le hockey le plus fort. Ça. Ouais. Mais en fait, t'as-tu vécu les premières années de l'Océanique, là? C'était-tu le même thrill que... C'était moins fort que ça. Oui, c'était du genre. Mais je parle de l'engouement. L'engouement était moins... L'engouement était... l'engouement était... On parle en termes de spectateurs. Il y avait beaucoup plus de monde à l'Océanique. Même la première année. Je l'avais fait le calcul à l'époque. Le match d'ouverture, on avait eu plus de 4000 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Après ça, on avait joué contre Saint-Hyacinthe, Beauport, ou Beauport-Saint-Hyacinthe. On avait joué 2 matchs en bas de 4000. À 3000. Puis après ça, la 4e partie, on a amorcé une séquence de 140 parties consécutives à domicile, 4000 et plus. Fait que 140 parties à domicile, là, mettons que c'était 35 parties à domicile par saison. C'est 4 ans complets. 4 ans, tous les matchs. Pas sold out, mais plus que 4000. Plus que 4000. Et je me rappelle qu'on nous disait avant le début de la saison 95 que pour couvrir les frais de l'équipe, ça prenait une moyenne de 2200 spectateurs. Alors, à la fin de la saison, on a été éliminé la première année par les Harfans de Beauport en 4 matchs. Le 4e match, c'était le jour de ma fête, le 7 avril 96. Alors, je ramasse mes choses en haut. La saison est finie. La première saison de l'histoire de l'équipe. Je descends en bas, dans le bureau de Gaston Terrien. Puis M. Tanguay est assis. Puis il a l'air un peu songeur. Ça fait que moi, ça fait un an que je le connais à peu près, ce que je dis. M. Tanguay, faites-vous-en pas là. C'est sûr, c'est dur d'être éliminé, mais tu sais, on va se reprendre l'année prochaine. Non, il dit non, c'est pas ça. Ben, j'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a l'air à vous tracasser? Ben, il dit, on a acheté cette équipe de hockey-là pour sauver de l'impôt, puis si bon, on va être obligé d'en payer. Excusez. Frappez pas sur la table. Elle est bonne. Ouais, alors j'avais Ça veut dire que ça allait trop bien. Et c'était son humour. Puis là, quand il savait qu'il en avait placé une bonne, il sourire, parce qu'il souriait pas souvent. Mais là, il était content. J'ai dit, c'est vrai. Michel, je sais que tu l'as raconté souvent, mais faut que tu me reviennes un peu dans le passé, puis comment t'es arrivé dans la famille de l'Océanique, là? Ça m'échappe, là. Là, t'étais à CFR. En fait, t'étais à CFR. Non, j'étais plus à CFR depuis... Non, mais là, t'as été infirmier aussi, auxiliaire, préposé aux bénéficiaires, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, en 91, un peu comme ce qu'on vit présentement, le groupe TVA avait été chercher l'ancien chef de cabinet de M. Robert Bourassa. Monsieur s'appelait Mario Bertrand. Puis il avait dit, il faut que tu fasses le ménage la direction générale, à TVA. Puis comme personne n'aime se salir les mains à l'intérieur de la boîte, ben, en amenant un outsider comme ça, à contrat, connaît personne. Pour lui, Mario Bertrand, il n'a pas congédié personne. Il a fermé 250 postes. C'est ça. Le mien était dedans. Alors, je me suis retrouvé le 24 mai 91. Ma dernière journée, c'était un vendredi. Ma dernière journée à CFAR, je suis sorti de la station. Puis pourquoi je vais toujours me rappeler de la date? Deuxièmement, parce que je laissais plusieurs très bons amis à CFAR. On avait une gang extraordinaire. Mais premièrement, c'est que Jenny, c'était sa fête. Elle avait 2 ans, cette journée-là, le 24 mai. Fait que là, je me retrouvais, on s'était acheté une maison l'année d'avant.
avec taux d'intérêt à 12,5. Dans ce temps-là, c'était... Ah, c'est pas super, ça a baissé. Ça, Non, ben, mais c'était quelque de chose... 80 à 90, ça avait Ouais. baissé, Ouais. mais de C'était quelque chose. 12,3, je Non, pense, quelque chose de c'est même. ça, ouais. Et à CFR, quand ils coupaient ton poste, ils t'offraient une prime de séparation d'une année de salaire. Mais je suis orgueilleux. Ah oui. Alors, le contrôleur, mon bon ami Denis Vaillancourt, j'espère qu'il m'en veut plus. Parce que Denis, c'était un gars qui était, tu sais, c'était ça nous soit. Tu sais, il était gentil avec tout le monde, disait jamais un mot plus haut que l'autre, puis tout ça. Puis il rentre dans la salle des nouvelles, dans mes derniers temps. Puis il dit, Michel, il dit, t'es pas venu me dire encore au bureau de quelle façon tu veux avoir ta prime de séparation. J'étais en train de taper une nouvelle, je me suis reviré de bord, j'ai dit, t'as-tu 2 minutes? Il dit, oui. Il dit, on va aller dans ton bureau. Je suis allé dans son bureau, j'ai fermé la porte. J'ai dit, je la veux one shot, ma prime de séparation. Et là, il commence, il dit, Michel, il dit, c'est toi qui décides, mais c'est pas à ton avantage. J'ai dit, je la veux one shot. À cause de l'impôt. C'est ça. Il me dit, Michel, il dit, c'est parce que si tu apprends one shot, tu vas falloir que tu en mettes le 3/4 dans des REER pour pas payer d'impôts dessus. Exact. Et si tu en mets le 3/4 dans tes REER, ben là, pendant 1 an, avant que tu aies du chômage, ça va mal aller. J'ai dit, tu comprends pas le français? Mais il dit, pourquoi? Il dit, on va te le donner, 52 payes ou 26 payes là, sur l'année. C'est comme si tu travaillais. C'est ça. Tout ça. Puis tout. J'ai dit, moi, je vais vous laisser mon année de salaire. Puis vous autres, de TVA, vous allez la placer, vous allez faire de l'intérêt dessus, puis vous allez me payer avec l'intérêt, parce que là, une 250. Fait que si tout le monde prend son année de salaire répartie sur 26 payes, Pas cher. ça vous coûtera pas de maudite scène, puis je veux pas que ça vous coûte. Non, mais tu sais, quand l'orgueil mal placé, là. Ah, il dit, c'est correct. J'ai dit, c'est mieux d'être correct, mais là, je commençais à être. Tu sais, je me penchais au-dessus de son bureau. Mais non, j'étais pas. J'étais à prendre avec des pincettes, là. Tu sais, moi, j'avais ma fille à 2 ans. Non, ça spin. Non, ça, à la maison, tout ça, ça allait vite, là. Ouais. Fait que j'ai fait cette erreur-là aussi. Et j'ai été sans emploi pendant 23 mois. J'ai appliqué à 56 endroits différents. Dont pour conduire le truck de vidange de M. Baudin à Saint-Luce. Ouais. J'ai pas eu la job. J'ai appliqué 56. Mais faut se remettre dans le contexte, c'était pas facile dans ces années-là. Non, c'est sûr. C'était pas facile. Puis le 56e place que j'ai appliqué, c'était à l'hôpital de Montjoly. OK. Comme préposé aux bénéficiaires, c'est la liste de rappel. Je n'oublierai jamais ça. Le téléphone sonne. Là, on a vendu la maison à perte. Avant de la perdre complètement, on l'a vendu, mais ça nous a coûté de l'argent. Ouais. Puis on a déménagé dans un gros bloc appartement qui est voisin du Carrefour Rimouski. Oui. 4e étage, avec les sacs d'épicerie, puis un bébé de 2 ans. Ouais. Ah non, c'est pas le fun. Puis à peu près 18 pieds carrés de pelouse, puis qu'elle s'amuse, puis elle sort, puis 5 minutes après, Pépi, papa. Ouais, c'est ça. Alors, mon dégât. Ouais. On était là 15 mois. Tu devais être en forme. Ça n'a pas été. Oh, ben oui, j'étais pas mal plus en forme qu'aujourd'hui, c'est clair. J'avais 31 ans, 32 ans. Ah ouais. J'étais bien plus en forme qu'aujourd'hui. Fait que c'est ça. Donc, et là, l'hôpital de Montjoly m'appelle, c'est Hélène Michaud. Puis je prends le téléphone, elle dit bonjour, M. Germain, c'est Hélène Michaud, des ressources humaines à l'hôpital de Montjoly. Tu sais, quand ça fait 55 fois, tu te fais dire non. Ouais, t'es prête. Elle dit on est prêt à poursuivre le processus d'embauche avec vous. Là, il passe 2-3 secondes. Elle dit Monsieur Germain, j'ai dit quoi? C'est ce que vous avez dit? Elle dit on est prêt à continuer le processus d'embauche avec vous. Il y a eu un blanc en ondes. Là. Je me suis mis à shaker de même. Là. J'ai dit vous ne le regretterez pas, vous ne le regretterez pas. Parce que dans l'entrevue, je leur avais dit jamais je refuserai un call. Ah ouais. J'allais partout. Cuisine, buanderie, en gériatrie, en psychiatrie, sur le ménage. Ah ouais. Partout, j'allais. Et aussitôt qu'il m'appelait, il m'appelait à 8h10 pour rentrer à 8h, puis je pense que j'arrivais à l'heure. Mais tu commences à zéro. Ah oui, ancienneté. encore. C'est que ça a la liste de rappel, là, ça prend du temps. C'est que là, les premières payes, là,
je sais pas, moi, les 3 premiers mois, là, 14 heures. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, 20 heures, un petit demi-chiffre par-ci par-là. Fait que c'était vraiment pas facile. Mais on a tenu le coup. Puis ça, il faut que je dise que Martine, elle a été incroyable. Moi, j'ai connu Martine en 1987. On s'est mariés en 88. Elle est morte en 98. Dans 11 ans, je l'ai vue être découragée une fois. Une fois où elle a dit... Qu'est-ce qui va? Ils vont-tu nous lâcher? Une fois. Et c'est quand on a... elle tombe enceinte en 93. Avant que... Je venais juste de rentrer à l'hôpital. Puis elle tombe enceinte. Puis c'était vraiment pas le temps. Ah ouais. Puis tout ça. Puis elle dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait? Ça n'a pas de sens. Mais Martine travaillait. Puis elle travaillait au centre d'estimation Rimouski Évaluateur. OK. C'est ça, vous aviez un salaire au moins qui rentrait. Oui, elle gagnait 280, je pense. Je comprends, c'est sûr. Par semaine. C'était pas non, c'est ça. Non, c'est sûr. Parce qu'on s'était endetté. Ça fait que c'est la seule fois qu'elle m'a toujours dit, chaque fois que je disais on s'en sortira pas, oui Michel, on passe au travers, on va s'en sortir. Puis à notre retraite, on va en rire. C'est toujours ce qui m'a fait, beaucoup de choses qui m'ont fait de la peine quand les filles sont mortes. Mais ce qui m'a fait le plus de peine, c'est qu'elle s'est pas rendue à sa retraite. Tu sais, elle disait tout le temps, à notre retraite, on va en rire. Puis elle est morte à 41 ans. Ça m'a toujours tracassé. Puis ça m'a toujours fait beaucoup de peine. Fait que là, c'est ça, j'étais préposé aux bénéficiaires et un jour, en 95, le téléphone sonne, c'est Martin Brassard. Martin Brassard et René Lévesque, là, ça aussi, c'est 2 gars, le temps que j'ai perdu ma job. Eux autres, ils ont tout fait, là, et plus, pour m'aider. OK. Robert Guy de la brasserie Labatte, aussi. Robert, il me disait, peux-tu rentrer après-midi à 3 heures, puis il me donnait des caisses de bière où les bouteilles étaient cassées. Puis il fallait que je sorte celles qui n'étaient pas cassées, puis que je les nettoie, puis je les mette dans une autre caisse, puis ce qui était cassé, que je le jette, puis tout ça. Il n'avait pas besoin de moi, là. Il voulait t'aider. Mais il voulait me faire 3 heures. C'est ça. Martin Brassard, ses vacances, puis René Lévesque, pareil, puis des fois les deux la même année. Mais là, il n'y avait pas de compétition. Puis les deux m'appelaient, puis ils me disaient, Michel, je pars 2 semaines, veux-tu rentrer, puis tout ça. Il y a beaucoup de monde qui m'ont beaucoup aidé. Fait que là, Brassard, il m'appelle, puis il dit, Michel, il dit, t'es au courant qu'il va y avoir une équipe junior majeure, l'Océanique, à l'automne, tout ça, puis ils veulent présenter le match à la radio. Ah, je dis oui. Fait qu'il dit, ils m'ont dit qu'ils cherchaient un descripteur. Il dit, ça t'intéresse-tu? Ben, j'ai dit, toi, ça t'intéresse pas? Il dit, non. Martin. Oui, donc la réponse a dû être non. Non. C'est ça. Ça descend Martin, hein? Oui. Martin est toujours un pas en avant. Hein, non, c'est ça. Pourquoi je t'appelle pour te l'offrir si ça m'intéresserait? Mais je pense pas à ça, moi. Fait que j'ai dit, j'ai dit, tu me diras où envoyer mon CV, puis tout ça. Et j'avais eu la chance extraordinaire, en 86, à CFAR, de faire la description d'un match en direct, l'équipe nationale du Canada contre l'équipe nationale russe. Ouais, ça. T'as déjà entendu raconter ça. Oui. Puis t'avais gardé la cassette. Et j'avais gardé les cassettes des 3 périodes. C'était sur quelle antenne, ça? Et c'était à CFR. Mais juste à Rimouski. OK, oui. OK. Parce que c'était Marcel Pelletier, l'ancien gardien des Feuilles d'érable, à l'époque, qui était venu garder les buts à Sept-Îles. Moi, j'étais petit gars, puis je m'allais en arrière du but regarder gauler Marcel, parce que j'étais gardien de but aussi, au départ. Marcel Pelletier était un des organisateurs. Fait que Claude Auger l'a appelé, puis il a dit, Marcel, comment ça va la vente des billets pour le match des Russes contre le Canada? Il dit, il n'y en a plus. C'est sold out. Puis c'était peut-être 1 mois avant la présentation du match. Claude Auger, c'était un petit Wise, il malheureusement nous a quittés aujourd'hui, ça me fait bien de la peine. Claude a téléphoné à Québec, parce que nous autres, on n'avait pas toutes les installations techniques, mais il a dit à Québec, à Télé-Capitale, descendriez-vous du stock pour qu'on présente le match, mais juste à CFR TV. Puis il dit, Denis Caron pourrait venir comme analyste, puis j'ai le descripteur. Mais moi, je suis pas au courant de ça, là. Je sais absolument rien de ça.
Alors, tout se signe, tout se bâcle, et moi, je sais rien. Puis tu te le demandes après, là. Claude Auger rentre dans la salle de nouvelles, il dit, Michel, il dit, la game du 8 décembre 86. Oui, j'ai dit, les Russes contre l'équipe Canada. Ouais, il dit, on va la faire à la TV ici, puis c'est toi qui vas décrire le match. Pardon? Il dit, tu vas décrire le match, puis là, moi, je vois les Russes. Hein. Ah ouais. Aïe, aïe. Oh! Il y a ben des A, ben des O, ben des lettres. J'avais une petite expérience de descripteur, parce que sur la Côte-Nord, quand il y avait les ligues junior B à l'époque, ici, c'était les bourgeois, les voyageurs, les As d'Amkoui, tout ça. C'est à la Côte-Nord, les 71 de Bécomo, les citadins d'Autrive, les Basques de Sept-Îles. Mais à l'époque, c'était les Caribous de Sept-Îles. Il y avait 2 équipes. Et on avait pris l'habitude que l'équipe qui allait représenter la Côte-Nord au championnat junior B, même si c'était pas une équipe de Bécomo ou d'Autrive, même si c'était Sept-Îles ou Forestville, on présentait les matchs au championnat junior B. La première partie que j'ai décrite, c'est au Colisée de Rimouski. Ah oui! Championnat provincial 1978. 1978. Gagné par les Braves de Maniwaki. Tout est dans tout. Hein? Les Braves de Maniwaki, leur gardien de but de 17 ans, qui avait été une grande vedette, c'était un gars de Sept-Îles, c'était un des bons chums, Danny Turbide, un des meilleurs athlètes que la Côte-Nord a produit. Il s'est ramassé là comment? Lui, à Maniwaki, c'est parce qu'il appartenait aux Olympiques de Hull. Puis Hull, il y avait un club ferme. À ce moment-là, c'était les clubs fermes. Les clubs juniora étaient reliés à des équipes juniors majeures, comme c'était le Cap de la Madeleine avec Sorel, je pense, ou Trois-Rivières, Joliette avec un des 2 autres, et tout ça, et Maniwaki, qui se trouve être dans la région. S'il y avait des rappels rapides, c'était facile. Les gars pouvaient y aller. Alors, Danny Turbide gagne le championnat junior B, et tout ça, puis moi, je décris les matchs, mais c'est ma première expérience, j'ai 18 ans. Mais là, on est un step plus haut, là. C'est à la TV. Oui, et puis ça va vite aussi. C'est à la TV, là. C'est un niveau... Ouais, puis je viens de le dire, il y a ben des O, ben des A, ben des lettres. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai fait un gag durant le match qui les gens m'en parlent encore. C'est que c'était à la veille de faire 40 ans. Mais à un moment donné, le meilleur défenseur de l'équipe nationale de l'Union soviétique à l'époque, c'était pas russe, c'était l'Union soviétique, CCCP. Zanatouli Belialedinov. Alors, il prend la rondelle en arrière du but. Il dit Zanatouli Belialedinov s'empare de la rondelle et malheureusement, je n'avais pas fini de prononcer son nom, qu'il avait déjà déclenché sa passe. Et ça, on m'en a parlé pendant hyper longtemps. Fait que je me présente à. Je pense que c'était un monsieur Jean-Marc Pajot. Qui était responsable de faire le tri parmi les candidatures. Fait que je donne la cassette. Mais moi, j'étais chanceux parce que j'avais un allié de premier plan dans l'organisation qui s'appelle Marius Fortier. Oui. Marius, son frère, André Bye-Bye Fortier, qui est journaliste à Côte-Nord, à Bécomo. C'est un des premiers qui m'a donné des trucs, qui m'a enseigné Bye-Bye. Et Bye-Bye, on était assez proches. Que j'ai été un des 6 porteurs de son cercueil à ses funérailles. Donc, c'est là que j'ai rencontré Marius. Puis après, au petit sandwich pas de croûte, on a jasé. Fait qu'il me connaissait. Fait que Marius a dit à M. Tanguay, il a dit « Cherchez pas plus loin. » C'est lui. On l'a, notre homme, puis tout ça. Je sais qu'il y a 2 autres personnes qui avaient appliqué, dont Pierre Linley, qui travaillait à CFLP. À l'époque. Puis une autre personne dont j'ai jamais su l'identité. Je pense que c'est parce que c'était quelqu'un en dehors qui avait entendu parler de ça. Mais... Parce que Alain Fortin, qui est annonceur à maison depuis la première saison aussi, lui aussi, il a eu une audition. Il était 3. 2 gars de la radio, plus Alain, qui lui animait dans les bars à l'époque. Puis c'est après avoir... je me souviens, lui, il me racontait que c'était après un match hors concours à 3 pistoles. Ils ont chacun annoncé une période, puis le choix s'était fait à ce moment-là. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que je me posais la question si tu avais été le choix unanime ou tu avais des compétiteurs pour la job. Mais là, tu me dis que vous étiez 3. Il y en avait, puis pas plus que 3, parce que je pense pas que Alain était le 3e dont j'ignore l'identité. Je l'aurais su. En fait, si Martin Brassard avait dit oui, c'est possiblement lui qui aurait eu la job.
S'il avait pu arranger son horaire avec la c'est ça, radio... fallait qu'il accepte aussi, là. C'est ça. Ou, puis s'il avait décidé de prendre la job de descripteur, ben là, sa job au sport s'ouvrait. Non, exact. C'est ça. J'aurais enfilé dans dans ce bout-là. Mais ce qui m'a surpris, moi, c'est que quand il m'a appelé, c'est que j'ai dit « ils veulent présenter les 34 parties sur la route. » J'ai dit, ça va être un peu difficile parce que moi, je suis à la liste de rappel. Oui, c'est ça, exact. Si je suis à la route, si on est à Halifax 3-4 jours, là, l'hôpital ne peut pas m'appeler. Puis moi, j'avais trois droits de refus. Ouais. Avant la suspension. Puis si tu avais d'autres refus après, ça en venait au congédiement. Ouais. Fait que, non, Michel, il dit, c'est pas les 34, c'est tous les matchs. J'ai dit, voyons, tous les matchs, ça n'a pas de bon sens. À quoi qu'ils pensent? Tu sais, le réflexe de petit. Je pense petit. Ouais. Non, c'est là que tu as compris que M. Tanguay, il avait... Ça, M. Tanguay m'a donné quelques leçons dans ma vie. Il m'en a donné une ce fois-là. J'ai dit, M. Tanguay, j'ai dit, moi, j'avais un job tout. Là. J'ai dit, je ne comprends pas de présenter tous les matchs. Vous n'avez pas peur que... J'ai dit, c'est bien humble ce que je vous dis là. Ce ne serait pas moi, ce serait pareil. Mais que la radio fasse que les gens, l'hiver, il fait pas beau. On l'écoute à la radio. On va l'écouter à la radio. Puis tout ça. Et c'est là qu'il m'a dit, Michel, il dit, plus qu'on va ressembler à la Ligue nationale, plus mieux que ça va être. C'est vrai ça. Il dit, le Canadien, là, le centre Molson, je pense à l'époque, c'était même le Forum. C'était encore le Forum à l'époque. C'était encore le Forum. Il dit, le Forum, il est bien plein. Puis dans ce temps-là, toutes les games n'étaient pas à TV, mais il dit il y a des games à TV. Puis il dit toutes les games sont à la radio. Ouais. Puis le forum est bien plein. Mais je dis c'est parce que c'est les Canadiens de Montréal, là. C'est pas l'Océanique, une équipe qui arrive la première année. Ben il dit il faut qu'on commence à quelque part. Fait que c'est comme ça que ça mais il y a eu le flair aussi, tu sais, le départ des Nordiques, l'arrivée de l'Océanique, les gens de la région. Il y en avait du Nordique ici, là. Oui. Lâche les Nordiques. À 100% dans l'Océanique aussi. C'est du flair, peut-être. C'est beaucoup de chance. C'est beaucoup d'adons. Ils ont négocié pendant 2 ans avec les Oogie Morissette pour acheter les Lynx de Saint-Jean. Puis, tu sais, les Nordiques, ça se parlait que ça allait pas bien puis qu'ils pourraient déménager. Mais je veux dire, M. Tanguay, il a négocié avec les Oogie Morissette. Là, lui, que les Nordiques, ça soit resté ou pas. Il allait pareil. Mais ça a été un break pour nous autres. Ça, t'as raison. Ouvert au bout. Ça, c'est sûr que, tu sais... beaucoup de gens qui allaient à Québec régulièrement, qui partaient de Rimouski, puis de la Gaspésie, pour pouvoir jouer nordique, puis là, ben, ils ne pouvaient plus. C'est ça. Ça fait que c'est sûr qu'il y en a une partie qui se sont rabattus sur nous autres. Première saison, t'avais quoi comme équipement quand tu partais sur la route? Mon Dieu. La première saison, j'avais 2 gros, mais une énorme valise. Ça d'autre, puis une autre. Puis ça nous prenait 2 lignes téléphoniques. Parce que ça se faisait par ligne téléphonique à ce moment-là. Et les autres clubs, est-ce qu'il y avait ça? Non, on était les seuls qui présentaient le match à la radio. C'est ça. M. Tanguay, il a commencé ça, puis on était tout seuls. Puis on était tout seuls pendant un bon bout de temps. Donc là, t'étais une bébête qui arrivait à l'extérieur, qui avait des besoins spécifiques. Ouais, bébête, je sais pas si c'est le terme que Marc Lachapelle a utilisé. Ah ouais? Probablement que c'était un petit peu plus poli, bébite, que ce qu'il a utilisé, mais Marc Lachapelle, c'était le pape. Je me souviens très bien. Des journalistes qui couvraient le junior majeur. Et il y avait 2 lignes sur la galerie de presse à Laval. Et il y avait la ligne à Marc. C'était écrit. Ligne à Marc. Moi, j'arrive avec mon stock, j'ai besoin des 2 lignes. C'est ça. Puis je me plug. Marc n'est pas arrivé. Tu sais, dans la presse écrite, il arrive pendant le warm-up, et tout ça. Il arrive à côté. C'est notre première rencontre. Il arrive à Laval. Puis il dit qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit c'est une ligne téléphonique. Oui, mais c'est ma ligne. Ah, j'ai dit là, ça ne sera pas ta ligne à soir. Comment ça? Bip, 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 tout ça. Je me lève. J'ai dit. On a appelé 4 fois le monsieur. C'était un monsieur, il avait un nom italien. Je ne me rappelle plus. Tadero ou quelque chose. Qui travaillait pour le Titan. J'ai dit, on l'a appelé 4 fois. Et les 4 fois, on lui a dit qu'on avait besoin de 2 lignes. Puis il nous a dit, pas de problème. Ben, il n'y en a pas de problème. On a nos 2 lignes. Il était sans connaissance. Puis j'ai dit,
J'espère qu'il n'est pas trop rancunier, parce que là, nous autres, on commençait. Ben oui. On va se voir souvent. Ben oui. Et effectivement, plus tard, ça s'est arrangé, mais on n'a jamais reparlé de ça. OK. Mais on est devenus chums. Oh, ouais, au fil du temps. À la force là, des c'est choses, ça. puis tout ça. Les amitiés, ou enfin les choses, quand tu deviens ennemi, la plupart du temps, ça s'arrange. Tu sais, Ouais. C'est à 98,9%, là, ça s'arrange dans le domaine. Là, on est une confrérie, finalement. Ben tu oui. sais. Exact. « 63, 64, Michel, aujourd'hui? 63 le 7 avril. 63? Ouais. Donc, on revient 27 ans en arrière. Ouais. Les premiers amphithéâtres, Laval, Beauport. Hein, c'est... Non, mais c'est... Oh, oui. T'as eu du fun dans ces endroits-là. Oui, hein? puis, C'est avec ton style coloré. Ouais, puis, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup assagi. Oh, oui, non, ça... Mais j'étais, tu sais, Oui. j'ai dit tantôt que j'étais ben copain avec Daniel Saint-Laurent. Mhm. Daniel Saint-Laurent, pour les gens qui ne le sauraient pas, là, a fini en 79 dans la Ligue junior majeure du Québec. Et c'est lui qui a toujours le record de minutes de punition en carrière dans la Ligue. Aïe, oui. C'est ça. Ouais, Saint-Lô, j'avais demandé un conseil une fois. Il dit, Saint-Lô, il dit, quand on se pogne sur la glace, là, tu sais, c'est quoi que la motivation? Il m'a dit, Michel, tant que tu as ta connaissance, frappe. Ouais. C'est ça qu'il faisait. C'est ça. Et Seigneur. Mais là, t'appliquais ça derrière un micro. Ben, c'est-à-dire que moi, j'étais. J'ai grandi dans, tu sais, dans les tavernes. Ah oui, là, c'est ça, ouais. Avec cette gang de chums-là, puis tout ça. Puis, Mais c'était comme ça. Puis dans les danses, puis dans les bars, puis c'est ça. Puis non. ça frottait. Puis Ah oui. j'étais pas toujours impliqué, mais je veux dire. T'en as vu. J'en ai vu, tu sais, parce que souvent, s'il y avait 2-3 gars qui voulaient se battre, ben là, il y avait lui, Daniel, c'était sûr qu'il se Non, pognait. Il y avait, tu sais, des fois, il en restait plus pour nous autres. Fait que, heureusement, d'ailleurs. Ça se Mais rendait pas. l'esprit belliqueux, puis l'esprit de défendre ma peau, je l'avais. Puis à Beauport, ben, il y avait un gars que j'ai rencontré par après, puis on a eu bien du fun, Étienne Drapeau, Oui, ben oui. qui jouait pour les Harfans. Ben oui. Étienne, il était fatigant, sa Ouais. place. Ouais. Il était picocheux, puis tout ça. Ouais. Il y avait son frère, Jean-François, Jean-François, oui. qui était dans les estrades à Beauport. Fait que quand la game commençait, puis je regardais l'autre bord, puis que Jean-François était dans les estrades, ben là, je savais où il était. Puis si je le voyais pas, je savais aussi où il était. En dessous. Ouais, parce que En là, dessous de la Il allait moelle. t'écouter. explique, là, c'est parce qu'à Beauport, vous étiez pratiquement dans les estrades. Oui. Tu sais, souvent, là, on t'a vu, puis là, ça a changé Une cage à peau. depuis cette année, là. Mais à Charlottetown, t'as souvent raconté que c'était le pire amphithéâtre. Ah, là, tu sais. oui. Puis moi, à Charlottetown, je suis allé à quelques reprises, puis c'est vrai, je veux dire, Michel faisait la description, puis il y avait 3 spectateurs autour de lui, là. Tu sais, puis les gars de presse écrite qui ont leur ordinateur sur les genoux, puis sont dans les estrades directement. C'était le pire amphithéâtre. Là, il y a une nouvelle galerie de presse Oui, oui, depuis oui, cette oui. année. Là, Ouais. ils ont réglé ça. On C'est est le en fun. 2022, c'était 2023. Là. Ça a pris du temps. Mais à Beauport, vous étiez carrément dans les estrades. Là. Non, ça, c'était au PEPS Université Laval. Ok, non, ça, t'as raison, c'est au PEPS. Mais Ça, à Beauport, mais en tout cas, c'était pas. T'as parlé de cage à C'est une poule espèce de tantôt. Là. cage, Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que là, Jean-François avait un balai. Puis à chaque fois que les harfans comptaient, Ouais, c'est ça. il tapait en bas. Dans les séries, cette année-là, les séries de 96, pis tout, ben moi, les harfans, tu sais, c'était pas mes favoris. Puis Jean-François, je sais pas comment, en tout cas, il m'écoutait, ou il y a des gens qui m'écoutaient, qui racontaient ce que je disais, puis peut-être pas toujours droit. Tu sais. En tout cas, bref. Et à un moment donné, il me faisait au Colisée, à Québec. OK. Il était avec ses chums, et tout ça, puis il me faisait des babayes. Puis quand je dis babayes, là, je dis pas babayes ouais. de même.
Ça fait qu'à un moment donné, je me suis bien rendu compte qu'il regardait vers la galerie de presse et Brassard était avec moi. Ouais, mais Martin, il te suivait sur la route. Ben, dans les séries. Dans les c'est séries, ça. ok. C'est ça. Il était là. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai fait signe à Drapeau, l'autre bord de la patinoire. Ah, c'est ça. Dans le hall d'entrée. C'est ça. Fait que Martin, il dit, Michel, fais pas ça. Il dit, tu sais pas comment ils sont, là. Ouais. Tout. Et ce soir-là, quelques minutes avant, la blonde de Martin qui était venue au match, qui était assis tout seul dans les estrades, il y a quelqu'un qui avait pitché une bière. Elle applaudissait même pas quand l'Océanique comptait. Je sais pas comment elle a su comment il a su qu'elle venait de Rimouski. Il avait tiré une bière, puis là, ben Brass, il est en haut, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? c'est ça. Mais là, ça me craint. C'est quand la game finie, je ramasse mon stock. Puis Claude Allaire, le regretté Claude Allaire, qui était journaliste au Journal de Québec, il était rougeau, sympathique, monsieur. Il était tellement drôle. On a eu tellement de fun avec Claude. Il embarque dans l'ascenseur avec moi, il dit, Michel, il dit, tu descends pas jusqu'au rez-de-chaussée. Il dit, tu descends jusqu'au sol, à la hauteur où ce que l'autobus est. J'ai dit non, j'ai dit, j'arrête au rez-de-chaussée. non, il dit, arrête pas. Il dit, le hall d'entrée est plein, puis il dit, le drapeau est là, puis tout ça. J'ai dit, C'est là que je m'en vais. c'était ma première année, alors j'avais mes 2 grosses valises. J'ai dit, si tu commences à payer ça? Il dit 75 livres. Ouais, mais il dit, ils sont 12. Ben, ils vont être 11. M'en manger une par 11, pas par 12. Le premier qui s'avance, drapeau ou un autre, il y a ma valise de 75 livres d'en face. C'est quoi t'as dit tantôt? Orgueil? Oh, oui, La porte ouvre, puis le hall d'entrée était plein. Puis la game d'avant, j'avais dit que Razi Foulin ou Rafi Louin ou quelque chose de même qui jouait Beauport, c'était un jaune. OK. Fait que sa madame de pension, elle m'attendait à la porte. Fait que les portes ouvrent, puis je jouais drapeau dans le fond du... Bah, ben j'ai dit, je suis arrivé là. Je laisse tomber mes 2 valises, mais je le regarde, hein. Je t'avais dit. Je suis là. Tu sais? Puis il était avec ses chums, effectivement. Là, la madame, elle me tire par la manche. J'ai dit, oui, madame, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Elle dit, vous avez dit qu'elle a fait... En tout cas, je me souviens plus la prononciation de son nom. C'est un jaune. J'ai dit, oui. Elle l'a dit, c'est parce que je le pense. Puis là, dites-moi n'importe quoi, c'est un jaune. Fait que ça a fini là. Un maudit qui est innocent, qui est bête comme ses pieds. Puis là, elle revire de bord. Puis elle dit, en tout cas, M. McGuire, il est bien meilleur que vous. J'ai dit, bon, ben elle savait qu'on aurait un point d'entente. On est d'accord sur quelque chose. Martin qui fait le Canadien aujourd'hui Ben oui. à la radio. Et je sais pas combien de temps j'ai resté. Puis à un moment donné, Yannick Dumais est arrivé. Puis non, Claude Bellavance. Claude Bellavance de Santé 2000, qui faisait les voyages à l'époque, qui était bien chum avec Gaston Terrien. Claude, il me tape sur l'épaule, il dit, Michel, quoi? Il dit, tout le monde est dans l'autobus, les lunchs sont arrivés, puis tout ça, il manque juste toi. J'ai ramassé mes valises. J'ai dit, je m'en vais là, mais c'est pas parce que je veux. C'est parce que l'autobus s'en va. Fait que... Ça s'est arrêté là? 2 ans plus tard, quand on a perdu en finale contre Val-d'Or, il y avait une journée pour les partisans. OK. Fait que les gars mettaient le chandail puis le patin, puis on patinait avec les partisans. Puis Martine Biginelli était là. Ça fait que je patinais avec Martine, puis la petite, puis il y a une adolescente, une petite fille de, je sais pas, 15-16 ans, qui me tape sur l'épaule. J'ai dit, oui, mademoiselle. Elle dit, je suis la cousine de Jean-François Drapeau. Ah, j'ai dit, oui. Ah, ben, ça me fait plaisir de te connaître, puis tout ça. Elle dit, Jean-François, il fait dire là, que c'est juste à cause de la compétition, là, puis tout ça. Il dit, il vous en veut pas, puis, tu sais, il veut pas que vous soyez fâchés après lui. Il dit, lui, il défend son frère, puis il trouvait que vous l'attaquiez, puis ça. Ben, j'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, tu diras à Jean-François que c'est la même chose pour moi, tu sais, je veux dire, ça reste de même, puis tout ça. Fait que j'avais trouvé ça quand même assez gentil de sa part. Ouais, c'est une anecdote, mais si vous en voulez une encore plus savoureuse. On est parti, let's go! Au PEPS de l'Université Laval, dans justement la demi-finale en 98, l'Océanique gagne les 3 premiers matchs. Puis on perd le 4e ici, puis c'était un à une place, un à l'autre. C'était pas 2-2. OK. Fait qu'on perd le 4e en supplémentaire ici, c'est un but de Samuel Gagnon. C'est que là, il faut retourner à Québec. On mène 3-1. On retourne à Québec.
Et là, les Remparts nous battent 7-3. Tu sais. Déjà vers la fin de la 2, c'est réglé. Il va y avoir un 6e match à Rimouski. Et Jimmy Grondin laisse tomber les gants avec Martin Grenier, puis Jimmy n'a pas l'avantage, puis tout ça. Et là, il y a pas pire client, Grenier aussi. Il y a 2 bozos en arrière. Mais au PEP, ils sont assis dans les estrades. Il y a 2 bozos en arrière, ils crient. Puis, hey, plein de marde. Parce que je l'ai dit tantôt, au PEPS, là, puis c'est encore comme ça, ils ont pas donné un coup de pinceau au PEPS depuis à peu près 40 ans. Là. La description se fait dans les estrades. C'était pas fait pour ça non plus. C'était pas fait pour ça. Non, c'est ça. Fait que les 2, ils crient après moi, puis là, Martin me parle dans mes écouteurs, j'ai de la misère à le comprendre. Fait qu'on est en onde. Je disais, t'es un peu Martin. Puis j'ajuste mes écouteurs. Puis je me revire de bord, j'ai dit, hey, les 2 clowns, il reste 8 minutes, là. Ça va me prendre à peu près 10 minutes de ramasser mes affaires après, là. Fait que ce 18 minutes-là, vous allez le prendre pour vous numéroter. Lequel qui va venir en premier. Ça, c'est clair. Mais Martine et Kennedy sont là. Ils sont venus à la game. Puis tout. Moi, si tu penses, on va être là, on va t'attendre. C'est parfait. Et Brassard, il dit, Michel, on est en onde. J'ai dit, je le sais qu'on est en onde. Mais personne ne peut nous entendre à cause de ces 2 couacs-là. Parce que Martin, des fois, il trouvait que je nous mettais en danger. Mais je sais pas si les gens se rendent compte qu'on est ailleurs maintenant, là, comparativement à ce temps-là. Oui, ben, c'est facile à expliquer. Ça a tellement changé sur la glace Exact. que ça a changé dans les estrades. C'est sûr. Mais continue. Oui. Alors, la game finie, et ça a été plus fort que moi, je vais pas commencer à ramasser mon sac. La game finie, j'ôte mes écouteurs, je regarde, ils sont plus là. Jenny est à côté de moi, elle dit, papa, elle dit, je pense que les 2 messieurs, elle dit, ils ont eu peur, ils sont partis, tout ça. Elle dit, ils n'ont pas dû avoir peur, Jenny et tout ça, mais l'histoire finit pas là. Là, on revient, la 6e game de Rimouski, mais si on perd, il faut aller jouer à 7e. On est là. Au PEPS. Alors, quelqu'un que je nommerai pas, que vous allez probablement reconnaître quand même, malgré que je dirai pas son nom, là, et qui vient me voir avant la game à Rimouski, avant le match numéro 6, puis il me dit, Michel, il dit, t'as eu l'air d'avoir de la misère avec des spectateurs au PEPS l'autre soir. J'ai dit, ouais, j'ai dit, il y en a 2 qui se souvenaient pas mal, là. Ça a passé proche, puis tout ça. Il dit, si jamais on perd à soir, il dit, t'aimerais tout ça? Il dit, avoir une couple de gars en arrière de toi pour... Patin, ça. Et moi, là, j'ignore tout. Je connais ce gars-là, mais je sais rien d'autre que... Quand je le vois qu'elle dit. C'est drôle, je commence à le reconnaître. Ouais, ben là... pas de nom. On donnera pas de nom. Tu vas le reconnaître, mais que je te dise la suite qu'il va dire. C'est ça. Il dit, moi, j'ai un contact. On parle de 1998. C'est ça. Ouais. Il dit, j'ai un contact, moi, puis il dit, il pourrait t'envoyer 2-3 gars en arrière de toi, puis des pans de mur, puis tout ça. Puis il serait habillé pour être reconnaissable. Là, je comprends pas trop. J'ai dit, c'est qui ton contact d'abord? Là, il dit, c'est Mom Boucher qui s'appelle. OK. Mais Mom, en 98, on savait qui c'était, mais... mais c'est pas... C'est le plus gros problème, mais en avant de lui. Mais il était un personnage respecté. Fait qu'il dit, lui, Mom, je l'appelle. Ouais, mais j'ai dit, tu connais Mom Boucher? Ben, il dit, c'est mon cousin. Il vient de Cause-Abscal, Mom. Il venait de Cause-Abscal. Ben oui. Fait que, bon, tu sais de quoi on parle. On commence à reconnaître le personnage. Là, parfait. Ça fait que... Ils peuvent prendre l'Océanique, eux autres aussi, à Québec. Oui, ça fait qu'il dit, il va envoyer 3 gars avec le jacket identifié. Puis ils vont en mettre un là, puis un direct en ordre de toi, puis un autre là. Puis ils vont faire le trafic. Sans mauvais jeu de mots. Ça fait que... ça. Fait qu'il dit, pense à ça. J'ai dit, c'est tout bien réfléchi. On y va? Non, parce que j'ai pensé, pour une fois, j'ai pensé plus loin que mon nez. Les journalistes. Non, c'est pas ça. Non. 3 semaines après, supposons qu'on était retourné. On n'y a pas retourné parce qu'on a gagné, mais on y retourne, puis on m'offre le service. 3 semaines plus tard, mon téléphone sonne. On t'a rendu service, là, 3 semaines? Oui. Ouais, aussi. Okay. On aimerait bien que l'ascenseur revienne.
Non. Ah, c'est Là, ça, t'es dans la non, spirale, puis ça finit. Tu sais, puis j'avais aussi, peut-être que j'avais pas raison, mais j'avais assez confiance en moi que... L'orgueil? Tu sais, oui, surtout. C'est sûr, ça se fait Surtout si- déranger pendant la game. Surtout si la petite était là. Ah non, c'est Ah ça, non, c'est Tu ça. sais, Non, moi, je m'aurais imaginé qu'il voulait s'en prendre à elle, Ah ouais, non, c'est même ça. si personne ne la connaissait, Non, personne ne ouais, le c'est savait, mais ça aurait été ma motivation. Mais, et finalement, heureusement, on a gagné. Ça a le bien fini. sixième match. On s'est pas rendu. Ça s'est bien terminé. Mais pour en arriver là, on est parti de quoi exactement? Parce que ça me semble que c'est une parenthèse qu'on a ouverte. Ah, écoute, on fait des parenthèses On depuis en le fait, début. ouais. On passe d'un sujet à l'autre. Michel, c'est-tu encore le fun de faire de l'autobus aujourd'hui? Non. Puis je savais que tu allais me dire non, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça ne l'était pas à l'époque. Ouais, Ça je ne pense l'était pas en 95, mais j'avais 35 ans. Ouais, ben, c'est ça. Puis là, ben, je vais en avoir 63. Ouais. Ça fait que je dis souvent à la blague, mais ça n'en est pas une. À chaque année, Rouyn-Noranda recule de 10 km. Ouais, c'est ça. Ça finit jamais. À chaque saison, c'est 10 km plus loin. Tes genoux, ton dos, tes épaules, oh, et les articulations Mon système te digestif. font remarquer que Rouyn-Noranda et Cap-Breton, c'est loin Tu en sais, calvasse. après la game, on se tape des lunchs. Tu sais, Ben oui. là, au début, tu dis, je mangerai pas après la game. Tu sais, je vais mieux dormir dans l'autobus. Puis tout ça. Mais... Faut que tu manges. Mais t'as 14 heures à faire pour venir. Fait que maintenant, il faut bien que tu manges. Ben oui, c'est ça. Mais c'est non, c'est mais puis je l'ai dit dans les plus belles années, quand j'avais justement 35, 40, 45 ans, mais au bout de 5-10 ans d'expérience, je l'ai déclaré, puis j'ai pas changé d'idée. C'est l'autobus qui va me sortir de la business. Définitivement. Parce que tout le reste, c'est toujours aussi le fun. Puis c'est toujours nouveau. Puis les jeunes de là, 25 ans étaient pas du tout pareils comme les jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est mais sûr. c'est formidable. Moi, je vois l'évolution. Je parle à Alan Sirois 2-3 fois par semaine, encore aujourd'hui, qui était le premier joueur de 20 ans de l'équipe. On est resté en contact. Chaque fois que je vois Christian Caron, c'est la fête. Mais je vois Patrick Coulombe, je vois des joueurs de toute la génération. C'est extraordinaire pour ça. C'est vraiment, vraiment l'autobus qui va me sortir de la business. Mais je vais revenir à l'autobus, mais on va en faire une parenthèse. Entre Alun Sirois et Mathis Gauthier, il y a une grosse marge. C'est-tu les mêmes conversations? C'est-tu le même plaisir? C'est-tu la même conviction? Tu sens-tu qu'entre le Alan Sirois de 95 et le Mathis Gauthier de 2023, tu as deux jeunes complètement différents, même si ils sont au même âge à peu près? Pas complètement différents. Ça reste des athlètes qui évoluent dans un sport d'élite et dans le contexte où ils sont. Tu sais, on entend parler des histoires d'initiation. Ah ouais. Alan Sirois, la première année de l'Océanique, il y a eu une initiation pour les jeunes. Ouais. Dans mon jugement, je n'étais pas là, mais on m'a raconté ce qui s'était passé. Dans mon jugement personnel, c'était pas effrayant. Non, ça n'aurait pas mérité une enquête. Non, c'est ça. C'était pas le fun pour les recrues, Ouais. mais je veux dire, il n'y a pas de corps étranger qui a rentré dans, ça, dans c'est le corps de personne. Pas d'animaux, pas rien. Non. Non. C'était. Si je dis juste la boule de pain, tout le monde comprend ce qui s'est passé. Fait que c'est pas dégradant. Non, c'est ça. T'sais, Serge Beausoleil, sa première saison, 2011-2012, la journée d'accueil, les parents, puis tous les joueurs qui ont participé au camp d'entraînement à partir du lendemain, la première chose qu'il a dit, ici, il n'y aura pas et il n'y aura plus d'initiation. Et Clément Jaudoin avait fait la même chose 4 ans plus tôt. OK. Donc, depuis les 16 dernières années, là, il n'y en a pas eu d'initiation. C'est ça. En fait, c'est pas vrai. Il y en a une initiation, puis je vais vous la dire. L'initiation de l'Océanique depuis 6-7 ans. Ils font pas un genre de la voie, là. Quand on part avec pour les le recrues. premier voyage sur la route, si on gagne la dernière partie, donc si on revient vers Rimouski pour avoir gagné la dernière partie sur la route, les recrues doivent aller à tour de rôle, prendre le micro de l'autobus en avant et trouver le texte d'une chanson sur leur téléphone. Ils ont tout un téléphone aujourd'hui. Puis ils doivent interpréter la chanson. C'est ça. Et les vétérans sont les juges. Alors, de les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales. Puis on détermine le meilleur chanteur. J'ose espérer que demain,
on dira pas que les initiations de l'Océanique sont dégradantes. non. On a un fun noir, puis en plus, ils sont installés juste à côté de mon banc pour chanter. Fait que là, des fois, je regarde chanter, puis si mon regard croise son regard, je Ouais, c'est assez. On a assez. continue à jouer au hockey. T'es bien parti dans le Mais chose. ça, c'est ça l'initiation Ouais, de l'Océanique c'est ça. depuis Bon, ça a 60 ans. changé, ça a changé. Mais les jeunes, comme Olivier disait tantôt, les jeunes ont changé parce que la société a changé. Mais t'as-tu autant de fun avec ces jeunes-là Oui. à les côtoyer quotidiennement comme ça? Oui, parce que j'ai un barème de comparaison. Ouais. Moi, ce que j'ai pris dans ma vie, ça a été... Jenny est morte à 9 ans, mais quand elle aurait eu 14-15 ans, là, Ouais. c'est ça. C'est parce que moi, où je suis assis dans l'autobus, vous savez qu'il y a une hiérarchie. Hein? Ouais. C'est le personnel. Ouais. C'est moi qui est le dernier du personnel. Puis après ça, c'est par âge. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les 16 ans qui sont assis plus proches de moi. Les 17, les 18, Les les vétérans 19. jouent aux cartes en Et arrière. les vétérans ont la toilette en priorité. Ouais, c'est ça. Et la table à cartes. Ouais. Ça fait que moi, mes jeunes, ils changent à chaque année. Tu sais? Fait que... mais j'apprends à les connaître. Cette année, ben, il y a beaucoup d'anglophones. Ouais. Tu sais? Coughlin est Ouais. assis près de moi. Ouais. Gill, Kennedy. McGillivray, Ouais. Kennedy. Alors, c'est ça. Donc, je pratique mon anglais. Ouais. Mais j'ose avec eux autres, puis c'est plaisant parce que c'est assez unique. Parce que c'est des anglophones. Ouais. Ça fait que je vais leur parler d'une question que je parlerais avec des francophones, puis il n'y aurait peut-être pas le même point de C'est vue. vrai. Tu sais, ça, c'est full intéressant. Puis d'une année à l'autre, c'est ça. Quand Casey Leggett avait 17 ans, qui était recru avec l'Océanique, demande-moi pas comment, il était assis en arrière de moi, puis maintenant, on s'est mis à jaser de politique américaine. Et il me dit candidement, c'est un anglophone du West Island, Casey, ouais. ou il venait de l'Outaouais, je pense. Ouais. Il me dit, je suis un républicain en politique américaine. Moi, je suis un kennediste. C'est ça. Je suis pas un démocrate. Non, c'est ça, oui. je suis un kennediste. Je sais que tu vois un culte. Moi, je voue un culte à la famille Kennedy, à Robert particulièrement. Ouais, ben c'est parce que c'est ça que j'allais dire. J'ai dit, Ouais. en fait, c'était la famille. Parce C'était la que famille, c'est oui. ça, Parce que avant pour tout. moi, le meilleur homme ou le plus grand homme politique de l'histoire contemporaine, c'est Bobby Kennedy. Alors, t'es républicain. OK, on va jaser. Et là, on s'est mis à jaser. Puis sur plusieurs voyages de politique américaine, puis tout ça, il m'a fait découvrir plein de choses. OK. Pourquoi il voyait ça comme ça? Oui. Et c'est un jeune, il avait Et 17 ans. Il avait 17 ans. Ah ouais. C'est ça. Puis ça, c'est un sac à surprise. Puis à chaque année, c'est un sac à c'est vrai. surprise. C'est vrai. Tu sais, David Boilard, quand il était recru dans ses premières années, ça a cliqué. Moi et David Boilard, on s'entendait bien. Puis en 99, quand on a perdu en série contre les Remparts, qu'on menait 3-1, puis ils nous ont battus en 7 matchs, puis que j'ai annoncé en ondes que je démissionnais. C'était fini. Ouais. Boilard, il était rendu en arrière, là, il avait 19 ans. Ouais. Ben, le voyage de retour, il est venu s'asseoir en avant, je ne sais pas comment il avait su ça. Ouais. Il dit, Michel, c'est pas vrai hein, que tu t'en vas. C'est la première personne qui m'a dit que tu n'as pas le droit de t'en aller. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui tu n'as pas le droit de prendre ta retraite. Ouais, c'est À un ça. moment donné, il va falloir que je déçoive quelqu'un. T'auras pas le choix, malheureusement. Mais tu sais, un kid de 19 ans, Ouais. puis avec des arguments. Tu peux pas faire ça. Ouais. Puis tu peux pas. Puis c'était 4 mois après l'accident. Ouais. Et tout ça, puis un kid de 19 ans qui m'a ébranlé. Ouais. Ça fait que c'est toujours extraordinaire. Dans l'autobus, c'est formidable. Les relations humaines, les relations qu'on peut avoir puis entretenir avec des amis. Tu sais, moi, Dave Malenfant, Éric Drouin, pour les plus vieux, Ben là, ouais. puis tout ça, on se retrouve, c'est comme hier. Non, c'est ça. Puis on a du fun ensemble. Mais chaque année, c'est nouveau. Puis là, ben quand, c'est ça, Jenny aurait eu 16 ans, ben là, je jasais avec les gars de 16 ans. Puis, tu sais, Ouais. puis là, je me disais, je sais pas si c'est ça qu'elle penserait, elle, sur tel ou tel sujet. Ouais. Ou peut-être que celui-là, elle l'aurait trouvé cute. Tu t'es recalqué. Oui, elle avait ses... Ses préférences aussi. ses C'est favoris. normal. Oui, elle aimait beaucoup Mais- Nicolas Chabot. OK.
Les premières années, Ouais. Nicolas Chabot, c'était... Ouais, Ah, c'est un beau bonhomme. Mais c'est Encore un bon aujourd'hui. bonhomme, c'est un bon Jack Ben aussi. oui, oui, c'est un oui. bon Jack. Oui. Ben, les mauvais Jack étaient plutôt rares. Ouais. Ben là, c'est ça. Puis en plus, j'aurais pu y filtrer, moi, à la maison, ça m'avait dit tel gars, puis ça avait été un mauvais Jack. Wow! Je pense que oui. Je niaise. Mais ce que je veux savoir, là, quand on a parlé des meilleurs joueurs, tout le monde sait les meilleurs joueurs de l'Océanique. Le plus funné de tous les joueurs de l'Océanique que tu as connus. Oh mon Dieu. Il y en a quelques-uns, là, ça c'est sûr. Mais mettons un top 3. 3-4. Ah ouais. Mon Dieu, le gars le plus drôle, le Ouais. gars le plus drôle. Ça Mais en fait, tu m'as raconté quelques anecdotes. Je pense les goons, les gars Ben, tough, ouais. les gars, tu sais, On avait qui... une affiliation naturelle, pas parce que j'étais gros. Non, mais c'est ça. t'appréciais Ouais, ça. mais C'est parce que je veux te laisser aller, je veux pas ouais, te mettre des ouais. mots dans la bouche, mais tu m'as souvent dit les gars tough, les gars qui sont là pour les protecteurs, on va les appeler comme ça, c'est souvent les gars les plus funnés, avec qui tu as eu ben Ouais, du plaisir. Gentil aussi, ouais, souvent. parce que des gars qui étaient drôles, là, Jacques Larivière, c'était Ouais, drôle. ben, Chance Canzano Ben, faisait c'est ça. beaucoup rire. Vois-tu, j'avais deux noms en ouais, tête, c'était ceux-là. Wilson, qui jouait Ouais, avec, Eric, qui ça, amenait c'est sa sûr. guitare, Ben oui, puis tout exact. ça. Mais tu vois, j'aurais pas pensé à prendre ça sous l'angle Ouais. de ça, mais c'est vrai que les toughs étaient quand même assez rigolos. Ouais. En général, c'est des gars qui sont rarement, à part Ryan Clough. Ouais. Tu sais, Plus discret. Ryan Clough, c'est un phénomène. Tu m'avais demandé le plus grand dormeur Il dormait tout le l'histoire. Lui, il est seul dans sa catégorie. Lui, on embarquait dans l'autobus, Ryan, là, puis C'était terminé. 12 heures, Ah 11 heures, 12 heures. Il bougeait pas d'un pouce. Puis il dormait. Aïe aïe. Et quand ses gants tombaient, ça danse. Oh, oui, il c'est dormait cette pas. chose, Oui, hein. c'est ça. Ouais. Mais, ah oui, j'ai toutes sortes d'anecdotes. La Rivière, on l'a eu dans une transaction. Il Ouais, est arrivé, ouais. il y avait 20 ans. Ouais. Ça faisait une couple d'années qu'il jouait à Moncton. Ouais. Puis moi, ben, à cette époque-là, tu sais, il n'y avait pas juste les Harfans ou les Non, non, Remparts. non, non. Il y en avait d'autres aussi. Il y en avait d'autres. Dont mon ami Jack, Ouais. qui jouait à Moncton. Puis à Moncton, il le surnommait Keller. Puis moi, en ondes, je disais Keller qu'il est. Je sais pas s'il le sait. J'en ai dit des énormités à un moment donné. Paul Chance. Oui. Paul Chance à Beauport. Oh là là. C'est pas là. Ouais. Ben oui. Il détachait tout son équipement, Ouais. était détaché. C'est que quand le joueur qui se battait avec tirait sur le chandail, tout venait. Ouais. Il était en bédaine. Ouais. Essaye de Oublie ça. t'agripper. Oublie ça. C'est que c'était un bon truc. Ouais. Mais la première fois qu'il a fait ça, j'ai dit j'espère qu'au banc de punition, ils vont y amener le plan pour les remettre. Hein? Il y a des gens qui trouvaient ça drôle, il y a des gens qui trouvaient pas ça Ouais. drôle. Comme Ouais. Guy Chouinard, ça a été célèbre, notre, Ah ouais. notre inimitié. Ouais, ça, oui. Ça a été. Tu sais, on se répondait dans le journal. tu sais. Mais ça donnait. La première game, c'était incroyable. La première game de la série, la première page, Journal de Québec, Le Cavalier, 2 points, fracture de stress à la cheville. Sur le premier face-off, Gordie Dwyer, qui est un ailier, est au centre devant le Cavalier, la puck tombe à terre, à 2 mains sa cheville. C'est que moi, j'ai dit en ondes, j'ai dit Gordie Dwyer, avec le quotient intellectuel qu'il a, il a jamais pensé à ça lui-même. Faut que l'ordre vienne d'en arrière du banc. C'est là que ça a parti avec mon ami. Ah oui. Ben oui. Ben oui. Mais- Mais à Québec, moi, je me souviens de la une. Heureusement, tout ça rentre. Ouais, c'est ça. ben moi je me souviens de la une du matin, le dimanche du 6e match en 2015. Puis on revient pas, C'est pas si on loin. revient pas 25 ans en arrière. Là. Le dimanche, le match numéro 7 est le lundi soir à Rimouski, mais le match numéro 6, le dimanche après-midi où j'étais au Colisée Pepsi, la dernière année du Colisée Pepsi. Tout était prêt pour le party. Oui, tout était prêt. Puis la une du Journal de Québec, puis textuellement, je me souviens plus des mots exacts, mais c'était Québec prêt pour le party ou Québec va célébrer ce soir. Mais tu sais, en plus, hey, les remparts mènent 4-1 après la deuxième. Puis moi, je suis dans les estrades à ce moment-là. Moi, je couvre l'Océanique pour le Journal de Québec, mais je décide d'aller voir le match quand même. Le 4-1, hey, là, tu sais. Puis il y a des gens qui avaient leur journal de Québec dans les estrades, là, tu sais. Puis c'était... En fait, tout était dans le but, là, tu sais, de mettre la pression sur Rimouski. Puis finalement, ben, on connaît la suite, le 4-4 et le but de Kostalek, justement, en prolongation. On va compléter, Michel, parce que tu as parlé de retraite tantôt.
Bon, la Coupe Memorial, c'est l'objectif de 2025. Là. Dans les bureaux, on travaille pour ça. Puis, j'ai comme l'impression que c'est possiblement un projet qui va peut-être devenir réalité si on joue les bonnes cartes. Puis bon, Serge Beausoleil, qu'on a déjà eu en podcast précédemment, nous l'a dit, on travaille en fonction de 2025. Il y a 2 belles années championnes qui s'en viennent pour Rimouski. Dans cette optique-là, c'est-tu ton champ du signe qui s'en vient pour toi? Faut pas que les gens prennent le mot que je veux dire dans le mauvais sens, mais j'espère. Ouais. J'espère être capable d'arrêter c'est ça. en 2025. Ouais. J'ai déjà... Parce que mais t'as donné beaucoup, là. Mon chum Mario Morissette, du Journal de Québec, qui en est un autre, avec qui la relation avait plutôt mal parti. Mais aujourd'hui, on est deux grands chums, puis Mario il me dit, Michel, t'es le Dominique Michel du hockey junior majeur. Ceci est mon dernier bye-bye. Parce que ma retraite, je l'ai annoncé 12 fois. Plusieurs fois. Mais là, j'espère que ça va être assez parce que les fois précédentes, quand je disais je vais arrêter après telle saison, je le croyais vraiment. Mais il y a un élément qui n'existait pas, qui existe aujourd'hui, puis c'est ma santé. C'est ça. Ma santé est fragile par les temps qui courent. Puis, je te dirais que même à regarder dans 2 ans, là, au moment où on se parle, c'est... Ouais, il faut y aller étape Je dirais pas optimiste, mais je veux dire, c'est pas... Allô, mon grand? Mais voyons. C'est trompé de maison. Choisir de mieux vivre à la maison, Aimes-tu ma nouvelle déco? ça surprend toujours avec Tanguy. Non, mais regarde, on se fera pas de cachette. Serge, dans notre précédent podcast, l'a pas dit ouvertement, mais on a senti, là, avec la conversation qu'on a eue, John et moi, avec lui, on a senti que après 2025, même lui derrière le banc, il va commencer à réfléchir potentiellement à peut-être laisser le flambeau à quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire nécessairement qu'il va quitter l'équipe, il pourrait demeurer DG, mais il va y avoir certainement une transition, puis même pour plusieurs anciens qui sont dans l'organisation, puis il en reste encore quelques-uns, 2025, avec la Coupe Memorial, parce que ça va être le gros party, puis 2009, ça a été un échec, là. La Coupe Memorial en 2009, ça a été un échec sur plusieurs points, là. Pas seulement sur la glace, mais je pense que ça, c'est sans rien enlever au travail des gens qui l'ont organisé, mais c'est une série de facteurs qui ont fait que ça s'est pas déroulé comme on l'aurait espéré. Bon, 2015, on a manqué de gaz dans le tank. Là. On en a parlé là, avec la série la série contre les remparts. Et pour les remparts aussi. Oh oui, autant pour Québec que Rimouski. Là, la Coupe Memorial 2015 était impensable. Alors, j'ai l'impression que 2025, c'est ça. On veut compléter, je te dirais, le rêve qui s'est entamé en 2009 de dire on veut la ramener peut-être, je dirais pas une dernière fois parce qu'il va y avoir une suite par la suite, mais une autre fois. Une autre fois, puis une deuxième dans la carrière de Michel Germain. Je vais te dire vraiment ce que j'en pense. Avant de parler de celle de 2025, pour revenir à celle de 2009, là, les gens qui l'ont organisée, puis tout ça, les problèmes ou le problème majeur était sur la glace puis dans la chambre des joueurs. D'abord et avant. C'est sûr. Ça fait que les bénévoles c'est clair. qui ont travaillé en 2009, puis tout ça, puis Mario Arsenault, puis tout ça, puis tout le monde a travaillé comme des fous. Puis ça a donné, sur le plan organisationnel, je pense que ça a donné un très bon résultat. Malheureusement, puis je ne m'étendrai pas là-dessus, là, parce que ça vaut pas la peine. Mais moi, j'aimerais ça la gagner en 2025. Justement parce que j'ai un sentiment d'inachevé en 2009, puis je vais vous dire pourquoi. En 2009, avant que le tournoi commence, je suis allé voir Clément Jaudoin, j'ai dit « Clément, amène l'équipe en finale. » Il me dit « Amène l'équipe en finale. » Il dit « Tu me dis pas, gagne la Coupe Memorial. » J'ai dit « Amène l'équipe en finale. La finale est le 24 mai 89. Johnny Leur a 20 ans, ce jour-là. Amène-la en finale, puis on va la gagner. » Puis on n'y a pas été en finale. Pour les raisons que j'ai parlé tantôt. Moi, il y a 400... Arrondissons le chiffre. Il y a 500 joueurs dans l'Océanique qui ont joué
au moins un match en carrière. Je n'ai que des merveilleux souvenirs, des relations exceptionnelles, des relations d'amitié fantastiques avec 498. C'est pas pire quand même. Ouais. Fermons la parenthèse. Exact. 2025, pour moi, ce serait ça. Ouais. J'aurais l'impression de boucler la boucle. Tu sais? Mais si tu m'avais dit dans 5 ans, si on a la Coupe Memorial en 2025, puis qu'on la gagne pas, tu vas-tu continuer? V'là 5 ans, je t'aurais dit, ben, sais-tu que j'y penserais? Ben, j'aimerais ça la regagner une autre fois. Ouais. C'est que j'y penserais peut-être pour un autre cycle, puis tout ça. Mais aujourd'hui, gagne ou perd en 2025, ça va être terminé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, le temps qui me reste... Mais Michel, tu vas avoir donné oui. aussi. Là. Ben oui, Tu vas avoir ben oui. donné. Ouais. Ton T'sais, bout doit être t'sais, fait. je veux dire, c'est pas une job, là. C'est rendu là, c'est plus un simple emploi, là. C'est un mode de vie. Oui, puis c'est un dévouement. Ouais. C'est un parcours qui t'a amené dans tellement de sphères différentes, autant sur le plan humain, le plan émotionnel. En fait, ça va avoir marqué ta vie carrément. C'est clair, là. Puis pas juste sa vie, la vie du monde, de la région, tu sais, l'équipe de toute une région, il passait partout, la radio, le feed radio, ça se promenait partout au départ. Là. Oui, la première année, je pense qu'il y a eu 6 stations sur le réseau. à Sept-Îles. À Sept-Îles, Ils ont fait Sept-Îles, rayonner, Gaspé. ils ont fait rayonner le club partout. Ah oui. Moi, aujourd'hui, je fais de la télé, là, puis je fais les matchs, là, c'est parce que lui, il a commencé à faire la radio, puis ça nous a interpellés. Il y a du monde qui ont suivi l'Océanique. Si Michel n'aurait pas continué, il n'aurait pas été là dans ce temps-là. Ouais. Ils n'auraient pas suivi non plus. Il faut faire attention, par exemple. Si Michel n'avait pas été là, il y en aurait eu un autre. Non, Ouais, mais Michel, d'abord. C'est ça que je fais. J'essaye de faire comprendre aux gens qui veulent pas que je m'en aille, qui veulent pas que j'arrête, tu sais, je veux dire. Ah, mais il va en avoir un prochain. oh, il va en avoir d'autres. Mais puis là, je fais pas la comparaison de talent du tout. Là. Ça n'a absolument aucun rapport, mais René Le Cavalier est mort en 1999. Oui. Ça fait 24 ans. Il y a encore du hockey à TV. Ouais. Oh, et puis je dirais, il va en avoir. Puis le Mais Cavalier ce que était tu as fait, irremplaçable. dans ce temps-là, c'était parfait. Oh, oui. Puis ça a fait que l'Océanique a culminé, puis ça a culminé en quelque chose de gros. Là. Ouais, le Cavalier était irremplaçable, mais Garneau était irremplaçable par la suite. Ben oui, il y en a moi, tout le temps eu des bons. Puis tu sais, moi, je suis de l'époque de Claude Canville. Ouais. Puis pour moi, puis pourtant, Claude Canville a jamais été le plus aimé des descripteurs. Puis j'ai jamais compris pourquoi, parce que moi, j'adorais Claude Canville. Ouais. Tu sais, j'ai des souvenirs Ben, c'est ça, de la soirée du hockey, parce que moi, c'est mon époque. C'est ça. Trop jeune. J'ai connu Garneau, mais un petit peu trop jeune. Moi, mes années, c'était Canville. Alors, c'est clair. Moi, j'ai un culte pour Claude Canville, pour le travail qu'il a fait. Mais alors, il y en aura d'autres après Michel Germain, ça, c'est Oui, sûr. c'est sûr que c'est ça. Puis ça aussi, pour faire l'unanimité, puis tout ça, c'est impossible. Parce que moi, quand j'entends dire quelqu'un... il va me nommer un autre descripteur, il va dire lui c'est le meilleur, ou quelqu'un va me dire c'est toi le meilleur, et tout ça. Ça me fait frissonner un peu parce que on ne peut pas être le meilleur dans quelque chose qu'on ne fait pas la job de la même façon. Ah oui, c'est sûr. T'sais, moi j'apporte ma couleur, mon background, mon éducation, mon tu sais. Puis c'est sûr que l'autre à côté, il n'a pas eu le même background, puis tout ça, donc il y a un style différent. Exact. Fait qu'on fait pas les choses de la même façon. On décrit le match, mais tu sais, je faisais justement des blagues avec Pascal Lévesque, qui fait même travail que moi à Victoriaville. La rondelle bondit sa bande, puis le gars la récupère. Puis je te garantis qu'on ne le dira pas tous les deux de la même façon. C'est sûr. Mais personne n'a raison, personne n'a tort. C'est que il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Mais la couleur que tu as amenée dans ce temps-là, au départ, puis tu sais, c'est ça qui a fait que l'Océanique est venu ce qui est aujourd'hui. Parce qu'il faut se souvenir de tout ce qui s'est passé au début. C'est pour ça qu'on voulait t'avoir sur l'émission, parce que c'est important. Mais... En fait, on aurait pu faire 4 heures de show, on a réussi à faire à peu près 1h30. Mais on le ramènera. Non, mais c'est ça, il va falloir que tu reviennes, Michel, parce qu'on n'a même pas parlé de football en plus. Puis même la Ligue républicaine, je ne vais pas raconter mon anecdote avec Gilles Doucette. On va finir le show.
On finit le show avec cette Ouais. anecdote. Ok. Let's go. Alors, le 21 décembre 1985, ma blonde de l'époque traverse de Bécomo parce que c'est le party de Noël à CFAR le lendemain. Alors, c'est un vendredi, le 21. Party de Noël le 22. Et c'est Rivière-du-Loup qui joue à Rimouski. Et c'est le premier match de Serge Bernier qui revient avec les Mariniers. Ouais. Alors, pour ceux qui étaient là ou qui ont dû entendre raconter l'histoire, le match se déroule et mon chum Marc Roy est après nous tout le temps. Puis il gosse après. Puis Serge, ben, il revient, c'est sa première game, tu sais. Il n'a pas peur, mais tu sais. Ouais. Ça ne tente pas nécessairement. Tu sais, il a joué dans Il a les joué dans le nationales. pro, Puis c'est ça. tu sais, fait que ça, il tente pas. Puis tout. C'est qu'à un moment donné, Marc, il gosse après Serge. Puis Jacques Mayotte part du banc. OK, ben oui. Part du banc, puis arrive direct devant Marc Roy, mais Marc le voit venir, fait qu'il lève son bâton. Puis là, les gants tombent, puis ça commence à soigner. Mayotte puis Marc Roy, c'était toujours open bar. Puis à un moment donné, Marc le pogne d'aplomb, fend. Jacques tombe comme une poche de patate. C'est pas arrivé souvent, là. Puis la mort de sang qui commence à grossir. Le soigneur part de la... Fait que là, il essaye de relever Jacques, pas capable de se relever tout de suite du premier coup. Puis il met une serviette. Puis là, il finit par se... Fait que ça va pas bien. Mais moi, je regarde en arrière un coup que Jacques est rendu dans le vestiaire, puis ça, puis c'est silencieux Ben dans oui, le c'est Colisée, sûr. hein, C'est le ça a top de la comme place. traumatisé tout le monde, et tout ça. Je vois Gilles Doucette qui part dans l'arrière du but, puis il s'en vient. Mais moi, ça fait 3 mois que je suis à Rimouski, là. Je le connais, je sais que c'est Gilles Doucette parce que les Mariniers ont fait une conférence de presse, puis T'as vu il le est gars, là-dedans. là. Ouais. Je l'ai vu, je sais que c'est le propriétaire de l'Empress. Fait qu'il s'en va, mais moi, je pense pas qu'il s'en vient me voir. Là, je jase avec Odette. Puis, mais là, l'escalier, il tourne, puis il monte. Puis il monte, puis il monte. Mais j'ai dit, mais c'est bon, il s'en vient. Mais veux-tu même dire ce qu'il veut? Tu sais? Ouais. Puis là, j'avais quasiment peur qu'il m'offre de jouer pour aller pour aller. J'aurais été obligé de dire non. Ouais, parce que Marc, il l'avait vu à l'œuvre à 14-15 ans, mais oh boy. Il était déjà mort. Ça fait qu'il arrive à côté de moi, il dit Michel, il dit quoi? Il dit t'as le numéro de téléphone à Daniel Saint-Laurent, toi? J'ai dit ben oui, c'est un de mes chums. Il dit tu vas m'envoyer ça demain? Oh, oui, pas de problème. OK. Mais là, c'est le vendredi. On n'a pas de bulletin de nouvelles, le samedi et le dimanche. C'est que moi, samedi et dimanche, j'oublie d'appeler Gilles. Non, j'oublie pas. Je veux pas l'appeler. Parce que si les gars de la radio, Martin et puis René Lévesque, mettent la main là-dessus, eux autres, ils ont des bulletins le matin. Moi, mon bulletin, juste le lundi soir. Je comprends. Fait un scoop de même. Je non. le veux. Ça fait que lundi matin, j'appelle Daniel. Saint-Lô, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, il dit, je travaille. Ah oui? Travailles-tu toujours au même endroit? Il dit, oui. Il dit, je suis copropriétaire d'une boucherie. OK. Oh là là. L'image de Rocky. C'est ça. Il est venu tout de suite. Ouais, j'ai dit, les affaires vont bien. J'ai dit, oui. Il dit, oui. Fait qu'il avait 26 ans. OK. Il avait joué à Milwaukee, dans la Ligue américaine. C'est le même trio que Yves Dandurand. OK, un autre. C'est ça. C'est ça. Et c'était présenté au camp d'entraînement des Flyers de Philadelphie. Le Mousse Dupont m'a conté ça. Ah oui? Ah oui. Le Mousse il dit on va arriver à ça. Petit francophone là, tu sais. Une game intra-équipe qui commence. Il drop Bob Kelly. En partant. Il donne, Puis il donne un combat à Bob Kelly. Il dit Bob, il dit après la game, il s'en va dans la chambre de l'autre bord. Puis il m'avait demandé de dire comment dire ça en français. Il rentre dans la chambre, il dit vous êtes un homme, monsieur Saint-Laurent. Ah oui. Ouais. Ah oui, OK. Et plus tard dans le camp, Daniel gossait après le Mousse en lui disant c'est qui la recrue qu'il faut que je batte pour rester à Philadelphie. Puis le Mousse, il a dit non, ça, Daniel, il dit oublie ça. Puis Daniel disait c'est qui c'est lequel qui est supposé citoyen un poste. Le Mousse, il dit oublie ça, Dan. Pense-y même pas. Le Mousse, il dit il m'a assez tanné, colique, que j'y ai dit. Il dit c'est lui là-bas dans le coin. Ben Wilson. OK.
Le camp d'entraînement à Daniel a fini là. Ah ouais, il y a l'autre. Ils l'ont renvoyé à Milwaukee. Ben Wilson. Hey, Saint-Laurent, là, c'est 5 et 11, 185 livres. OK. Mais une tempête. Tu sais, Ben Wilson, ouais. Ouais, Fait que, Wilson, c'était un bœuf. Je l'appelle le lundi, j'ai dit tu vas avoir un téléphone probablement après-midi. J'ai dit j'ai promis au propriétaire de l'équipe de t'appeler. J'ai dit c'est passé de quoi hier à Rimouski? Là, il me demande d'y compter ça, fait que je raconte ce qui s'est passé. Fait qu'il me dit ouais, il dit on vient de partir de notre business, tout ça. Il dit parle-moi donc un peu de la ligue. Il dit c'est qui les toughs dans la ligue? Ben là j'ai dit c'est sûr qu'il y a Marc Roy. Ouais. Tu sais? Ouais, il dit il est plus jeune, lui, puis il dit c'est un gars du coin, tu sais. On vient tous les deux de la Côte-Nord, il dit, je sais pas, il dit ouais, il est sûrement bon, tout ça, mais à part de ça, ben j'ai dit il y a René Labbé. Oui. Oh, il dit lui, René Labbé, il dit c'est un bon petit boxeur. Ouais, il dit lui, je l'ai rencontré deux, trois fois quand lui jouait pour les remparts. Ouais, ok, c'est ça. René Labbé, puis Daniel était à Trois-Rivières. Puis il dit ouais, c'est un bon petit boxeur. Fait que, puis j'ai dit, ben, il y a Mayotte, mais là, il est magané. Il dit, lui, je le connais pas, mais j'ai dit, il n'a pas joué junior majeur. Fait que j'en nomme un ou deux. Il y en avait d'autres à Campbellton. Ouais. Ben, il y avait aussi, Sterling Loga, un très très bon joueur, mais il était capable de prendre soin de lui. Là. Mais lui, ça ne disait rien non plus. Les Roberges étaient-tu là à ce moment-là? Oui, j'ai vu jouer, moi, les Roberges. Oui, j'ai vu jouer à Rivière-du-Loup. Oui. Puis je les avais nommés sûrement, mais eux autres ont joué junior après que Daniel soit parti. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, il dit, écoute, qu'il m'appelle, on verra ça. Ça. C'est comme j'appelle Gilles Doucette, je lui donne le numéro, puis je dis, c'est moi qui t'ai donné le numéro. S'il vient, tu me rappelles. Il m'a jamais rappelé, c'est que Daniel. Mais quand j'ai revu Daniel, je dis, t'es pas venu? Ah, ben, il dit non, il dit, on est de partir dans notre business. Puis, tout ça. Puis il dit, tu sais. Il manquait un 0 sur le chèque. J'étais à 26 ans, là, mais il dit, ça faisait longtemps, depuis que j'étais première année midget, et même avant que je faisais ça, je job là. C'est pas facile. Il dit, ça me tentait pas. Puis il dit, là, je t'ai arrêté de jouer depuis 2 ans. Il dit, Labbé, puis Roy, puis tout ça. Ils jouent, là. Ils n'ont pas arrêté de jouer, non, là. Fait qu'ils dû me faire mal, puis tout ça. Puis comment ça a fini, cette histoire-là? Ça a-tu rebrossé après? Il y a personne qui... Ben, en fait, il y a eu... on a attendu le combat revanche. Ouais. Puis Mayotte, il a bien fait ça, tu sais. La game d'après, à tous les chiffres que Marc était avec Jacques, ça a de glace. Marc se disait, c'est sûr que Jacques, il va avoir sa revanche, c'était sûr. Se faire knocker, il n'y avait pas plus pas arrivé. Non, c'est pas arrivé souvent. Là. Jacques attendait. Il attendait. OK. Il y avait un rassemblement. Jacques, il regardait pas Marc, puis tout ça. Pendant 2 périodes. Pendant la 3e période, à un moment donné, la même chose. Puis probablement que Marc a baissé sa garde. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, Mayotte a droppé. Puis ça a été un open bar. Puis 2 fois, Marc a tourné la tête. Là. OK. Il y en a qui c'est pas fait geler. Ouais, mais. Tu sais, il a pas plié les genoux, mais il y a 2 fois qu'il a tourné la tête et il s'est passé l'orage. Mayotte était motivé, mais c'était quelque chose. Ouais. Puis j'ai reçu l'année passée une superbe photo. J'ai ça dans mon téléphone. Je sais pas si à un moment donné, je reviens, on va montrer ça. Ouais. Marc Roy, Daniel Saint-Laurent, puis René Labbé. Ah oui? Ouais, comme ça. C'est impressionnant. Ben écoute, Michel, tu vas revenir, c'est sûr. Ben oui. De toute façon, on n'a pas fini de jaser. Tu vu un peu, tu savais pas c'était quoi un podcast avant? Non. Avant que tu arrives en studio. Tu dis, j'ai aucune idée c'est quoi de la balado. Je dis, c'est pas compliqué, on jase. On jase comme si on était à Cage au Sport, à la brasserie. À Baraque à bière. Ouais, à Baraque à bière. Puis en fait, le principe, c'est que, tu sais, on se fait du plaisir en discutant entre amis. C'est carrément ça. Puis, écoute, on a fait, comme je te dis, 1h30 et plus, puis ça n'a même pas paru. Là. Ça a été une joie. Ça, je vous l'avais dit. Ça a été une joie, mon ami Mike. Puis, écoute, on se reprend. On se reprend bientôt. C'était super plaisant. Merci. Merci beaucoup. Merci, Michel.